Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, on parle de la franchise Gremlins. There's 3 rules you've got to follow. Keep him out of the light. Keep him away from water. Never feed him after midnight. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. Bonne écoute. Bienvenue à New York. Aujourd'hui, on parle de Gremlins 2, la nouvelle génération, sortie en 1990 et réalisée par Joe Dante, avec Zach Gilligan, Phoebe Cates, John Glover, Robert Prowse, Robert Picardo, Christopher Lee, Haviland Morris, Dick Miller et Howie Mandel. Je suis Mathieu et vous savez que quand le podcast et les auditeurs unissent leurs forces, rien n'est impossible. Alors, bienvenue dans la rétrospective super grosse des Gremlins. Dans le fond, on est rendu au 2e épisode, Gremlins 2, la nouvelle génération, qui est sorti la même année que Die Hard 2, qui va essayer de faire la même affaire un peu, là, essayer d'amener le concept du premier film et genre changer un petit peu là, les affaires, dans le fond. Là, en tout cas, on va en parler un peu plus tard. Mais c'est ça, dans le fond, on est déjà à la fin là, de cette rétrospective-là. C'était juste 2 films, dans le fond, mais c'est pas toujours écarté qu'il n'y aura pas un 3e film là, dans cette franchise-là. Moi, dans le fond, en préparation, là, j'ai écouté là, juste le premier épisode là, de Gremlins, The Secret of the Mogwai. Là, fait que je vais en parler un peu plus tard, là, mais c'est ça, dans le fond, là, on va, pour l'instant, là, on essaie de développer, là, mais regarde, qu'est-ce que ça va donner, dans le fond, là, cette franchise-là. En tout cas, on verra bien là, dans un futur, dans le fond. Le premier film, là, ça sortit en 1984, dans le fond, il avait été fait là, pour un budget là, de 11 millions. Fait que c'est sûr qu'on voulait faire une suite, dans le fond, là, faut pas se le cacher, les films, on est fait pour de l'argent, on est fait pour, on est fait pour l'art, mais je veux dire qu'il y a de l'argent à partir de là. Fait que c'est sûr que les producteurs, une fois qu'ils ont vu ça, qu'ils ont fait 213 millions là, sur le budget de 11 millions, ils se sont dit, ce serait peut-être là, une idée là, de faire une suite. On a essayé de faire les Gremlins à Las Vegas, les Gremlins sur Mars, puis finalement, Joe Dante, lui, ça ne l'intéressait pas en bout de ligne. Lui, il avait fait sa vision, puis pour lui, là, ça ne sert à rien, là, dans le fond. Là, lui, tout c'est fait, fait que c'est un terrain battu. Fait que lui, il avait fait quelques films là, pendant tout ce temps-là, depuis Gremlins. Notamment là, un film Inner Space avec Dennis Quaid là, que j'avais vu là, quelques fois. Là, dans le fond, là, c'est pas un film que je déteste, là, mais totalement pas quelque chose là, comme Gremlins. Mais il y avait quand même une bonne réputation rendue là. Mais c'est ça, dans le fond, lui, il voulait pas, mais sauf que finalement, on a donné là, les clés, là, dans le fond, là, le gros package ultime pour M. Dante, là, pour qu'il puisse revenir. Dans le fond, on lui a offert là, le contrôle total là, du film. Fait que c'est sûr que c'est très alléchant pour le réalisateur. Il se dit, c'est beau, je vais revenir. Là. Si, mettons, j'ai le droit de faire n'importe quoi, puis je veux dire, dans le fond, c'est moi qui décide. Fait que M. Dante a décidé de revenir, puis ça va donner le film d'aujourd'hui. Faut pas oublier, c'est ça, on est rendu dans les années 90, on a passé tout, à partir de 84, comme j'ai dit, on avait Ghostbusters, où on avait, qui avait sorti la même fin de semaine, dans le fond, l'horreur comédie, on avait comme pas mal passé aussi cette ère-là. On était rendu à la fin, là, même toute l'horreur là, des années 80. Dans le fond, le Freddy puis Jason était pas mal terminé. On avait pas mal fini ces franchises-là. Fait que, on était un peu dans un tournant où on changeait un peu là, de vision du cinéma. Puis c'est ça, fait que, on est rendu à cette étape-là là, en 1990. Alors, le synopsis du film va comme suit selon IMDb. Les Gremlins sont de retour et cette fois,
ils ont pris le contrôle du gratte-ciel high-tech d'un magnat de la presse à New York. C'est ça, le film, c'est quelque chose là, d'assez standard, dans le fond, comme une suite. On essaie de prendre pas mal là, les mêmes idées que le premier film. On change l'endroit où qu'on établit notre scénario. On change quelques détails, mais on ramène beaucoup d'affaires là, qu'on a vues dans le premier film. Puis c'est ça, dans le fond, c'est un 2, on en met plus que le premier film. On exagère beaucoup d'affaires. Puis vraiment, aujourd'hui, on va l'exagérer pas mal, mais puis, tu sais, dans le fond, on va avoir, tu sais, dans le fond, on dit que la comédie était bonne dans le premier film, fait que, tu sais, on va mettre beaucoup, peut-être plus de comédie. C'est sûr que ça va aussi avec les films, comment ils s'en allaient, là, même, tu sais, on regarde là, la franchise des Freddy, puis de Jason, puis de tout ça, comment on était rendu à cette étape-là dans le temps. On était rendu complètement ridicule. Le film aussi va être pas mal une critique sur le premier film, où dans le fond des détails qu'on avait pu remarquer, les critiques qu'ils ont reçus, puis peut-être un peu s'excuser sur des cas, puis juste rire de ça. Fait que on va faire un commentaire un peu sur le film, puis bien sûr, comme le premier film, c'est un peu un commentaire sur les cultures, que ce soit n'importe quoi. On va faire un peu aussi des commentaires là-dessus aussi. Les Gremlins, ils vont être aussi ridicules en train de parler de n'importe quoi, faire un commentaire. C'est un petit peu comme la science-fiction, dans le fond, parce que des fois, on peut faire quelque chose, apporter une idée, mais juste parce que c'est les Gremlins, des fois, ça peut... je ne veux pas dire que ça fait penser comme la science-fiction, mais... des fois, ça pourrait arriver puis juste se dire, c'est vraiment niaiseux un petit peu la manière que c'est apporté par les Gremlins, mais je dirais que des fois, ça peut quasiment faire quand même un effet là, de faire penser un peu. Mais honnêtement, je n'ai pas pensé du tout. Là. C'est pas un film qui m'a fait réfléchir. Là. Je sais pas ce que j'essaie de dire, mais c'est quand même une idée pareille là, qu'on peut apporter là, par juste sa manière là, d'être présenté. Puis c'est ça, dans le fond, c'est ça, c'est un 2, on élabore tout. Puis c'est toujours aussi un commentaire là, sur le consumérisme, là, dans le fond, là, l'exagération là, les gens, puis l'argent, puis comment que ça contrôle le monde, tout ça, comme qu'on avait vu dans le premier film, puis comment que des fois, ça sert absolument rien, là, dans le fond, d'essayer de penser qu'on a le contrôle de la situation, quand, dans le fond, la situation est hors de contrôle. Puis que, qu'on essaie n'importe quoi avec les bonnes intentions, mauvaises intentions, peu importe, c'est ça que ça fait dans le fond, là, quand on n'est pas prêt ou quand il y a quelque chose qui n'est pas, qu'on comprend pas ou n'importe quoi, ça vire hors de contrôle. Là, pas mal les mêmes idées là, qui ont été apportées du premier film, là, on les transfère, là, mais à plus grosse échelle dans le film d'aujourd'hui. Alors, moi, le film d'aujourd'hui, je l'ai vu à l'époque. Je ne l'ai pas vu au cinéma, par contre. Je l'ai vu, je pense, à super écran là, quand il est passé. Je l'ai écouté quand même assez souvent. C'est sûr que, tu sais, comme tous les films à super écran, quand tu étais abonné au poste dans le temps, je pense qu'aujourd'hui, il y a 4 super écrans. Il y avait juste un super écran dans le temps. Au First Choice, là, on avait les deux, des fois. Là, on avait la version anglophone là, de super écran. Fait que, honnêtement, c'est lequel des deux, là, je m'en rappelle vraiment pas. Là, c'est lequel j'ai écouté dans le temps. Mais c'est un film que j'ai vu quand même assez souvent. Puis je pense, en tout cas, comme dans ma mémoire, là, même si le film, c'était assez vague là, de mes mémoires, là, que j'en parlais la semaine passée, c'était un petit peu plus clair sur le film d'aujourd'hui qu'est-ce que j'avais vu. Fait que d'après moi, je l'ai vu plus souvent. C'est sûr quand ça passe au super écran, tu arrives de l'école, puis genre tu mets la télé, puis il est genre à mi-chemin du film, puis tu reviens plus tard dans la soirée, puis il la repasse encore parce que les films passaient genre 4 fois par jour, puis tu pognes le début, puis je veux dire, fait que des fois, je l'ai vu quand même une fois d'un bout à l'autre, je sais pas. Mais je pense que même je me l'avais enregistré, je l'avais écouté quand même fréquent, là, ce film-là, à l'époque. Puis comme j'ai dit la dernière fois, je l'ai écouté genre back-to-back là, avec le premier film, là, quand j'ai eu mon coffret là, que je parlais la semaine passée là, avec Goonies. Et c'est la première fois là, que je reviens là, depuis 5-6 ans là, à ce film-là.
Fait que c'est ça, dans le fond, le film ouvre quand même assez étrangement. Dans le fond, on commence avec une mini, un mini comique là, de Bugs Bunny et de Daffy Duck. Dans le fond, là, c'est l'introduction là, du logo de Warner Brothers, où ce que Daffy Duck qui est comme pas content là, que ce soit le 50e anniversaire de Bugs Bunny, puis là il dit ben là c'est assez que là, c'est rendu mon tour là, de prendre le contrôle, tout ça. Tu sais, dans le fond, c'est un peu pour nous embarquer là, dans le mode du film où ça va être un petit peu n'importe quoi. Tu sais, dans le fond, c'est un peu déstabilisant au début. C'est comme on se dit, c'est quoi qu'on écoute en ce moment? C'est-tu un film de Gremlins 2? C'est quoi, là, tu sais? Fait que, tu sais, au début, c'est déstabilisant, mais ça marche. Tu sais, honnêtement, je trouve que c'est une bonne idée à quelque part parce que voir où est-ce que le film va s'en aller là, avec toute cette... pas cette histoire-là parce que ça n'a pas rapport avec le film. Mais où est-ce qu'on va s'en aller avec ça, là, c'est, je trouve ça... c'est correct de partir avec ça. Dans le fond, le segment, là, il est réalisé par quelqu'un d'autre, là, Chuck Jones, que lui, il était à la retraite. Dans le fond, c'est lui qui, justement, qui faisait là, les bandes dessinées là, de Bugs Bunny, puis Coyote Roadrunner, tout ça. Puis c'est ça, dans le fond, on l'a sorti de sa retraite là, pour pouvoir faire justement le petit animé là, du début, là, puis la conclusion à la fin. Fait que c'est quand même le fun de savoir ces affaires-là, là, tu sais, comme un peu, c'est le 50e anniversaire là, de Bugs Bunny. Puis on arrive, là, puis on colle ça au début. C'est pas la première fois qu'on voit ça. Puis tu sais, des fois, il y avait des... tu sais, quand j'ai fait Roger Rabbit, il y a quelques semaines, là, avec Bruno là, de TSLP, ben, tu sais, on parlait là, des Roger Rabbit qui apparaissait avant quelques films. Puis tu sais, ça, c'était comme déconnecté, mais là, c'est ça. Tu sais, là, on a fait quelque chose, mais connecté avec le film. Puis, tu sais, avec, c'est ça, comme je dis, là, avec le générique de fin et tout ça, là, on va tout à la fin, là, comme réconcilier toutes les idées ensemble, on va fermer ça, puis je trouve ça correct, à quelque part, c'est comme on n'a pas oublié l'idée, là. Fait que, c'est ça pour ça. Le film ouvre sur... on voit New York. Dans le fond, le plan de New York est un plan recyclé là, qui avait été filmé là, pour Superman 4, le face-à-face. Dans le fond, là, c'est ça, ce plan-là. Je me disais aussi, c'est sûr qu'un plan de New York, il y en a plein dans les films, là, mais... puis tant qu'à de l'avoir filmé des fois, tu peux le recycler, mais c'est ça, là, c'était vraiment recyclé là, le Superman 4, c'était 87, 88 là, dans ces eaux-là, fait que s'il y a quelque chose qui peut avoir ressorti de ce film-là, c'est qu'ils ont pu réutiliser là, des images d'archives et avoir collé ça au début du film. Puis je vais parler tout de suite de la musique de Jerry Goldsmith. Je dirais que la musique aujourd'hui... Bon, ok, ça fait 2 semaines que je parle en bien de Jerry Goldsmith. Aujourd'hui, je vais pas dire que la musique est pas bonne, mais je vais rajouter plus le fait que on dirait qu'il sait pas comment réagir. Ou des fois, il est pas... la musique, on dirait qu'elle est déconnectée de ce qui se passe à l'écran. Il y a quelque chose qui marche pas dans la musique de M. Goldsmith. L'année précédant ça, en 1989, il avait fait son retour à Star Trek, que j'ai justement parlé là, il y a 2 semaines, avec Star Trek 5. Puis, en tout cas, ça se peut que je change d'avis quand je vais écouter je vais réécouter Star Trek là, pour le podcast. Là. Ça, c'est fort possible. Là, écouter Star Trek tout seul, puis écouter avec... l'œil du podcast, des fois, je change un peu des affaires, un peu mon point de vue, puis des affaires de même, comme vous le savez bien. Puis, c'est ça, à quelque part, ben, c'est comme, j'aime pas vraiment souvent là, ces trames sonores qu'il a fait là, par la suite. C'est pas mes trames sonores préférées de Star Trek. Puis, c'est ça, à quelque part, ben, c'est comme parce qu'il fait comme juste se recycler, puis c'est tout. Contrairement comme quand j'ai parlé de Rambo tout ça, que j'aimais quand même toute l'évolution là, de ces trames sonores, ben je trouvais que Star Trek il faisait comme la même affaire tout simplement. Tandis que c'est à peu près ça qu'il fait dans Gremlins. Il va comme un peu recycler ses thèmes. Puis il va rien créer vraiment. C'est comme un peu les mêmes thèmes. C'est comme un peu remixé, un peu peut-être plus encore over the top que les versions qui étaient dans le premier film. Mais je dirais qu'il est...
des fois, là, comme la scène avec les 5 Mogwai qui apparaissent de Gizmo, ça fait 2 semaines que pourquoi que des fois je boque là, avant de dire Gizmo? Parce que je veux dire Mogwai, mais j'ai Mowgli dans la tête. Je fais juste corriger quelque chose là, des 2 dernières semaines. Pourquoi que je bafouille avant de dire Gizmo, là, c'est parce que je veux dire Mowgli. Puis, fait que là, à partir de maintenant, si je dis Mowgli par accident, c'est parce que je veux dire Gizmo. Je vais me faciliter la tâche pour pas perdre mes idées. Mais c'est ça, à quelque part, il arrive, puis quand les 5 Mogwai sortent, ben il y a comme une musique, puis oui, il est supposé être un petit peu intense, mais on dirait que c'est déconnecté de la scène totalement. Fait que, puis il y a beaucoup de ça dans tout le film. Oui, c'est vers la fin, là, la zizanie est pognée carrément. Là, c'est tout, ça n'a pas de maudit bon sens là, vers la fin du film. Puis c'est correct, la musique, elle va bien. Fait que, tu sais, c'est comme, il y a des fois qu'on dirait qu'il sait qu'est-ce qu'il fait, puis on dirait que des fois, c'est comme des pièces qui manquantes sur d'autres scènes. Puis qu'il a dit, bon, ben, OK, je suis occupé sur une autre affaire. Donc, j'ai composé une pièce, puis faites juste l'éditer pour qu'elle marche dans la scène. Mais finalement, elle ne marche pas, là, rendue au montage. Fait que c'est ça que j'ai pas mal à dire sur, sur Jerry Goldsmith lui-même. Sauf qu'en même temps, ben, justement, j'ai parlé de Jerry Goldsmith il y a 2 semaines, puis j'y ai lancé un petit peu une pointe parce qu'il parlait de Alexander Courage qui faisait la trame sonore originale de Star Trek, la série télé, puis que dans le fond, il y a un petit bout dans ce film-là qu'il avait demandé à M. Courage de revenir, parce que lui, il voulait pas refaire la tune originale de Star Trek dans sa trame sonore. Puis moi, j'avais dit, ben là, tu sais, honnêtement, j'ai pas trouvé ça bien correct de Jerry Goldsmith. Puis tout le monde alentour, il dit, ben, ils ont trouvé ça honorable qu'ils ont demandé à Alexander Courage qu'il revienne pour faire sa tune de Star Trek. Honnêtement, je pense que M. Goldsmith aurait dû le faire. Là, puis je tiens quand même à ça. Sauf qu'avec le film d'aujourd'hui, ce que j'ai remarqué, c'est que l'orchestrateur de M. Goldsmith, c'est M. Alexander Courage qui orchestre sa musique, dans le fond, là, qui travaille quand même avec lui là, pour orchestrer la musique aujourd'hui. Fait que bon, peut-être que le montage ou justement l'orchestration, c'est peut-être M. Courage que je dois plus pointer le doigt qui n'a pas fait correctement l'orchestration demandée. Mais je trouve juste ça quand même, là, parce que j'ai lancé une pointe à Goldsmith pour comme tasser, qui voulait tasser, tu sais, il dit, bon, ben, ta toune de Star Trek, si vous voulez la revoir, ben, on va demander à lui qui s'en occupe, parce que moi, ça me tente pas d'apprendre les notes. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai interprété ça. Mais sinon, ben, c'est ça, je veux dire, Monsieur Courage, ben, c'est ça. Il travaille finalement avec Monsieur Goldsmith. C'est sûr qu'on est quelque chose comme 12 ans plus tard aussi, là, 11 ans plus tard. Là, fait que, tu sais, des fois, il y a des affaires qui ont changé entre-temps, là, mais je trouvais juste ça drôle que cette idée-là, elle revienne sur le film d'aujourd'hui en 3 semaines que je parle de M. Goldsmith. Alors, le film ouvre proprement là, à partir de là avec la voiture là, de l'envoyé là, de M. Clamp, Forrester, qui est joué là, par Roberto Picardo, en tout cas, excuse le nom, mais je l'ai juste pas en face de moi, là, pas pour juste pour le nommer, là, mais Robert Picardo, c'est ça, c'est en tout cas, joué par, ben lui, dans le fond, je le connais là, à cause de Star Trek, là, bien sûr, là, c'est l'hologramme docteur là, dans toute la série là, Star Trek Voyager. Puis le voir avec des cheveux, c'est sûr que je trouve ça quasiment troublant à chaque fois que je le vois, là, mais je pense que c'est pas la première fois que je le vois là, au podcast. Je pense en avoir parlé là, dans Total Recall, que je pense qu'il fait la voix du chauffeur de taxi là, dans le film là, qui était sorti la même année. Fait que lui, dans le fond, c'est peut-être le vilain du film. Dans le fond, le film, ça devait être Clamp, évidemment, là, qui était pas mal le vilain, là, et puis que, évidemment, en tout cas, on va parler de Clamp tantôt, mais Forrester, lui, c'est ça, il devient juste comme comme le personnage qui fait comme le règne de terreur, dans le fond, là, dans la bâtisse, là.
Mais là, lui, dans le fond, ce qu'il fait dans le film aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'il fait à ce bout-là? Il est envoyé par Clamp chez Monsieur Wing. Dans le fond, dans le film aujourd'hui, je pense que c'est là où on a pris son nom là, dans le premier film. Là. Je ne sais pas s'il s'appelait vraiment Monsieur Wing là, dans le premier, là, mais tu sais, juste en rétroactif, qu'on ne l'a pas appelé là, dans le générique ou quelque chose de même, là, à cause du deuxième film peut-être. Puis c'est ça dans le fond, ce que M. Clamp veut faire, c'est qu'il veut acheter le quartier ou dans le fond, il reste juste sa bâtisse à lui ou son sous-sol ou en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce que M. Wing a, mais lui en bout de ligne, lui puis son magasin. Dans le fond, il fait partie là, d'un plan immobilier pour M. Clamp. Puis il veut l'acheter pour faire quelque chose. Fait que, tu sais, M. Clamp, il est apporté comme un vilain. Tu sais, dans le fond, là, je parle de Forster qui va être le vilain, mais c'est ça, dans le fond, lui, il est M. Clamp paraît pour le vilain. Tu sais, le bon visage, bien souriant, là, la grosse façade qui, dans le fond, que tu sens qu'il y a quelque chose, il y a un arnaque en arrière de ça. Puis ça va être intéressant, mais on va en parler là, dans quelques minutes là, de M. Clamp. Mais c'est ça, fait que dans le fond, c'est comme un peu notre introduction pour par ça nous arriver là, à Gizmo. Que dans le fond, on va apprendre là, que M. Wing est décédé là-dedans. Là. Dans le fond, là, Forster, en quittant là, quand Wing a dit non, c'est beau, je ne vends pas du tout, là, retourne chez toi. Là, poliment, je vous dis non encore une fois. Mais tu sais, Forster, il dit, mais regarde, il est sur le point de mourir, là, il toussait comme tout quand on était là, puis dans le fond, là, ça sent qu'il sera plus là dans pas grand temps. Fait qu'il faut juste être un petit peu patient. Puis c'est ça, dans le fond, ce qui est plate, là, c'est que l'acteur, là, Kay et Luke, peut-être ou peut-être pas parenté à Luke et Luke, mais en tout cas, Kay et Luke, il est décédé. Il a eu le temps de jouer dans un autre film, le film Alice, qui est sorti la même année. Puis le monsieur est décédé là, très tôt, là, en janvier là, 91. Il y avait 260 films crédités là, dans le fond là, sur IMDb, dans le fond, là, mais c'est ça. C'est ce qui est plate. Là, il y a une anecdote qui parle là, sur le commentaire audio. Là, bien sûr, c'est pas lui, là, c'est le réalisateur qui dit ça, là, mais il se fait dire que si, mettons, il y a un troisième Gremlin, là, dans le fond, là, puisqu'il vient de mourir, là, c'est peut-être pas le temps là, de le rappeler, ou si, mettons, il doit être là, ça va être un flashback. Mais c'est ça. Fait que c'est ça. On retrouve Gizmo, dans le fond, qui est. Je sais pas. Dans le fond, il est mort. On sait que M. Wing, il est mort, mais il n'y a personne qui est rentré dans la bâtisse à rien. Dans le fond, on veut mettre tout à terre. Dans le fond, ce qu'on essaie de faire au début, c'est clairement de se dépêcher pour sortir Gizmo de cet endroit-là, puis que le ramener le plus rapidement là, à Billy, puis qu'il soit reproduit, puis qu'on ait des gremlins. Là. Ça se sent. Il y a comme ni queue ni tête là, dans toutes les affaires. C'est juste un peu nous replacer pour qu'il y ait une raison, en guillemets, réelle, ou en tout cas, nous trouver une excuse pour que Gizmo sorte de là, puis que ça soit pas exactement la même histoire que la dernière fois. C'est clair que c'est juste ça. Puis c'est ça, en bout de ligne. Fait que Gizmo, il est là tout seul dans le magasin, puis tout d'un coup, les grues, ils se mettent à défoncer les murs. Au début, on a vu qu'il écoutait la télé, un clin d'œil à Rambo. Ça a l'air que Sylvester Stallone a été demandé si, maintenant c'était correct. Monsieur Stallone a dit bien sûr. Le lien là-dedans aussi. Puis je me demande pourquoi que M. Goldsmith n'a pas fait, parce que je parle justement de la trame sonore de Rambo que j'aime bien, je pense que je l'ai dit tantôt. Pourquoi il n'a pas repris ses thèmes en bout de ligne, là, quelque part, il va faire comme genre des mauvaises copies. Là. C'était peut-être, dans le fond, là, par respect de tout ce qu'il va faire aussi, parce qu'il y a une couple de fois là, qu'il va faire des clins d'œil à plusieurs musiques, puis que il va pas avoir copié les autres, fait que peut-être aussi par respect pour les autres artistes. Qu'il a décidé là, que justement il va faire une fausse copie de sa musique de Rambo. D'après moi, c'est ça. Là, mais en tout cas, ça a comme un peu un peu qu'est-ce que je disais aussi avec M. Courage tantôt. Là, mais en tout cas, c'est peut-être qu'il a passé par-dessus ça. Là.
Puis ça n'a peut-être même pas rapport à ce que je disais aussi. Là. Faut pas prendre ça là, à la lettre. Là. Je n'avais peut-être pas raison là-dessus, là, mais c'était juste mon impression. Gizmo, il est toujours sa voix est toujours faite là, par Howie Mandel. Monsieur Mandel, honnêtement, c'est parce que j'avais pas fait la recherche, c'était qui. Dans le fond, là, c'est ça, c'est quelqu'un qui est vraiment connu aujourd'hui. Là, je pense que je l'ai vu là, dans plusieurs séries télé, là, des talk shows. Je pense qu'il joue dans les America's Got Talent, puis dans toutes sortes d'affaires. Là, c'est quelqu'un, là, je veux dire, j'y ai vu à la face, mais j'ai dit, ah, c'est lui, OK. Fait que c'est lui toujours qui fait la voix là, de Gizmo. Pour les effets spéciaux, dans le fond, là, la dernière fois, là, on avait Chris Wallace qui faisait les effets. On l'a remplacé là, par Rick Baker cette fois-ci. Monsieur Wallace, lui, dans le fond, il est parti faire les effets spéciaux là, pour le film La Mouche 2. Honnêtement, je pense pas que c'était le bon choix qu'il a fait, là, mais honnêtement, je ne me rappelle pas assez de La Mouche 2. Il me semble que les effets sont quand même pas si pires. Avec les effets d'aujourd'hui, là, M. Baker qui fait les effets, c'est sûr que la manière que c'est apporté là, dans le film aujourd'hui, ben, on voit Gizmo à la clarté. Déjà, on est comme en train. Là, il est dans le jour en train de courir. Pourquoi qu'il ne flambe pas? C'est sûr qu'il n'est pas directement au soleil. Mais c'est comme. Bon, il n'y a pas le choix. En bout de ligne, il faut qu'il se sauve, sinon il y a des poutres qui vont y tomber dessus. Tout ça, il va mourir. Fait qu'il n'y a pas le choix de se risquer, il faut s'entendre. Sauf que, il est comme très à la clarté. Quand la dernière fois, il se gardait quand même à l'ombre, là, on le met à la clarté. C'est sûr qu'on voit plus un peu les effets. Rick Baker, que dans le fond, vous pouvez connaître là, de Planète des singes, là, le film de Tim Burton là, de 2001. Men in Black, en tout cas, il a fait une panoplie là, de films. Là. Puis c'est ça, à quelque part, c'est peut-être dans ses premiers films aussi là, à M. Baker. Honnêtement, je ne suis pas vraiment impressionné là, par le côté visuel. Les Gremlins, un peu plus loin, ils vont être peut-être un petit peu plus menaçants que dans le premier film. Ça, je vais le dire. Excusez, en même temps, je suis en train de regarder là, en vous parlant. Dans le fond, c'est ça, Rick Baker a travaillé sur les Star Wars aussi. Là, fait que c'est quand même... c'était pas sa première fois. Il avait travaillé aussi sur Hurlement là, de M. Dante, justement, le réalisateur. Loup-garou de Londres, fait que, tu sais, honnêtement, là, les effets là, du Loup-garou de Londres sont de toute beauté. Fait que, honnêtement, c'est plus les... c'est sûr que les techniques avaient changé un peu, mais... sais, honnêtement, Gizmo, à la clarté de même, c'est beaucoup ça qui va gérer au début. Gizmo paraît peut-être un petit peu plus plastique. Honnêtement, j'aime beaucoup mieux le travail de M. Wallace la dernière fois. OK, bon, tu sais, il y a des petites affaires qui paraissaient, des câbles un peu partout. Oui, un petit peu. Mais ça va arriver aussi aujourd'hui. Là, plus tard, on va voir l'araignée. On voit des câbles un peu partout là, dans plusieurs plans. Fait que... Bon, il y a des affaires c'est plus réussi, des affaires que non, tout ça. Peut-être que le travail aujourd'hui, par contre, est un petit peu plus exigeant. C'est un plus gros travail, honnêtement, là, avec toutes les mogwais différents, les gremlins différents, toutes les affaires qui vont être essayées aujourd'hui. C'est plus un très gros travail aussi. Là. Fait que, tu sais, bon, y a-t-il des endroits qui, quelque part, ils n'ont pas le choix de je ne veux pas dire couper les coins ronds, mais il y a des fois qui n'ont pas le choix de trancher quelque part, que ça va satisfaire pour qu'est-ce que c'est juste un gag. Fait que des fois, il faut que ça passe, OK. Mais pour la présentation, l'introduction de Gizmo, c'est juste que je trouve ça... c'est pas autant réussi que dans le premier film. Tout simplement parce qu'il fait trop clair, puis ça se voit qu'on a essayé là, de mettre Gizmo là, qui marche dans la rue. On voit qu'il est comme surimposé sur l'image, qui n'est pas vraiment là. Il y a toutes des affaires de même que on le voit tout de suite à l'œil nu, puis qu'on ne voyait pas vraiment dans le premier film. On n'essayait pas de le faire, justement. On n'était pas capable, fait qu'on ne le faisait pas. Là, on est trop ambitieux, puis ça paraît. C'est juste ça qui est plate là, pour le début.
Mais c'est ça. Il y a quand même des affaires là, qui sont quand même assez bien réussies. Puis le côté horreur ressort peut-être un petit peu là, plus, là, comme j'ai dit, là, comme l'araignée, tout ça. Même si elle a des câbles, tout ça. Puis même, c'est ça, les Gremlins sont un petit peu plus gluants, je pense. Ils ont plus une grosse menace là, dans le film d'aujourd'hui. Fait que. Ça, c'est ça, dans le fond. Ça finit avec une scène où finalement, là, Gizmo se fait attraper là, par un des scientifiques, là, finalement, on va la retrouver un peu plus loin. On est introduit aussi là, à Billy et à Kate, que maintenant, ils sortent ensemble, que là, ils sont rendus à New York. Puis, dans le fond, ils travaillent à la même endroit, dans l'édifice Clamp. Dans le fond, tout est en train de se refermer là, dans les idées. On voit toute la bâtisse qui est toute technologique de M. Clamp. Ça, je ne l'ai pas remarqué, ça, je l'ai lu. Par contre, peut-être que je l'ai entendu, ça m'a comme... J'ai trouvé que c'était peut-être, pour moi, c'était peut-être un son de porte normal. Mais tu sais, les portes automatiques, c'est dans le fond, c'est des portes... le son, c'est qu'est-ce qu'il y avait là, dans les portes de Star Trek, dans le fond, dans les années 66. Fait que peut-être à mes oreilles, ça sonnait comme des portes normales, mais c'est clairement là, des sons de Star Trek, là, puis je m'en ai pas rendu compte. Puis, c'est ça, dans le fond, on voit que toute la bâtisse est comme, est technologique, mais elle ne marche pas tout à fait. On voit la menace de M. Clamp dans la bâtisse avec le monde qui travaille dedans. Dans le fond, on avait eu M. Forrester au début. On retrouve M. Forrester dans la bâtisse où ce que lui, il s'en va comme à la salle de contrôle là, des caméras, tout ça, puis qu'il trouve quelqu'un en train de fumer, puis ils disent bon, ben là, t'es pogné, t'es pas supposé être en train de fumer, dehors, t'as 1 heure pour quitter, tu vides ton bureau, puis ça finit là. Puis on a aussi là, le superviseur direct à Billy aussi, là, le personnage de Marla Bloodstone. Que elle, dans le fond, tu vois que c'est un genre de... Je ne veux pas dire un requin, mais à quelque part, elle essaie de se vendre comme toute. Elle a comme un peu rien à foutre de personne. C'est une madame là, qui est très ambitieuse. Puis dans le fond, il n'y a rien qui va se mettre en elle. Puis c'est une femme de carrière, dans le fond, comme dans le fond, dans les 90, où dans le fond, c'est ça qu'on voulait essayer de montrer aussi, là, monter le féminisme, tout ça. Fait que, mais tu sais, honnêtement, c'est dans le côté négatif, là, c'est cette partie-là, où dans le fond, elle est prête à vendre son âme, là, carrément, là. Elle est jouée là, par l'actrice là, Haviland Morris, que elle, vous pouvez peut-être l'avoir vue, peut-être, si, mettons, vous avez continué là, la saga là, des Maman, j'ai raté l'avion. Elle a joué dans le 3e. Elle a joué là, dans plusieurs affaires. Beaucoup de séries télé. Elle travaille encore rendue à ce jour. Moi, je crois honnêtement, j'ai déjà vu le 3e Maman, j'ai raté l'avion, là, mais je l'ai vu une fois, puis je ne crois pas le repasser. Même si je le fais au podcast, je pense même pas que je vais réussir à m'asseoir devant. Faut jamais dire jamais, mais c'est ça, à quelque part, je trouve que elle fait bien son travail comme actrice en tant que telle, là, pour montrer là, qu'elle est dans le fond, là, qu'est-ce qu'elle doit démontrer là, envers Billy. Le personnage de Billy est toujours joué là, par Zach Galligan, que lui, en bout de ligne, il a joué là, dans quelques films. Il a joué là, notamment là, dans la duologie Waxwork, que c'est 2 films que j'ai écoutés là, récemment. Je pense que ça fait peut-être 2 ans que je les ai écoutés les 2. C'était quand même pas si pire. On m'aurait dit que c'était lui qui jouait dedans. Ok, ça se peut. Mais honnêtement, tu sais, je regarde sa filmographie, puis c'est pas mal tout le temps des épisodes de télé, mis à part les 2 films que j'ai mentionnés. Sa carrière n'a pas vraiment levé. C'est sûr qu'en bout de ligne, il travaille encore aujourd'hui, il fait encore des rôles, des affaires de même. C'est pas un acteur que j'ai vu souvent. Tu sais, je l'ai vu, puis là, je regarde dans les films, puis oui, je l'ai vu dans des films, mais honnêtement, ça me dit absolument rien là, de l'avoir vu dedans. Ou c'est souvent quelque chose comme, je veux dire, bouncer à la porte ou quelque chose de même. Là. Peut-être pas bouncer, il n'y a pas la carrure pour ça, mais, tu sais, je veux dire, chef cuisinier là, dans le restaurant, là, genre, il n'y a même pas de nom, là. Un peu pareil pour Phoebe Cates. Je dis Phoebe, c'est peut-être faux, B, en tout cas,
Phoebe Cates. Là, j'avais une tante qui s'appelait Phoebe, fait que qui s'écrivait de même. Là, fait que je l'essaie de l'angliciser un petit peu. Là, fait que exactement comme elle dit son nom, je suis pas certain. Là. Fait que je fais comme un peu un mélange des deux. Fait que Phoebe Cates, elle, dans le fond, sa carrière a un peu piqué du nez pareil. Là. Elle a eu un peu la même genre de carrière que M. Galligan. Ça avait commencé en force, mais dans le fond, on s'est rendu compte que était peut-être plus, en restant poli, qu'elle avait peut-être plus un visuel peut-être plus talentueux que le talent d'actrice, peut-être. Là. Si je dis ça en tout respect, là, je pense que c'est ça, à quelque part, la manière qu'elle est partie aussi, tout ça. Là, fait que, on s'est rendu compte que peut-être qu'on ne savait pas exactement où l'envoyer. Puis elle, dans le fond, là, sa carrière s'est pas mal terminée quasiment là, avec le film d'aujourd'hui. Là. Elle a sorti quelques films plus tard. Elle va avoir fait Drop Dead Fred, Fait de l'air Fred là, en français. Puis c'est ça, je pense que ça c'était vraiment une bombe solide. Puis dans le fond, elle a fait 2-3 affaires, puis ça finit là, dans le fond, là, pour sa carrière. Mais c'est ça, elle, on la retrouve aujourd'hui. Puis c'est ça. Fait qu'eux autres, ils travaillent dans la même bâtisse. Puis. Puis c'est ça. Fait que, excusez, petite pause. Puis c'est ça. Fait qu'il y a d'autres acteurs là-dedans. Il y a le personnage de Fred aussi, là, qui est joué là, par Robert Prosky. Que lui, il va jouer là, des années plus tard dans un film avec Arnold Schwarzenegger, qui va faire un peu le même genre de personnage. Fait que, c'est un acteur que j'ai vu une couple de fois, là, mais honnêtement, c'est un acteur que je pense tout le temps à Christine, qui est dans le fond le personnage de Darnell, qui est carrément l'opposé là, du personnage de Fred, qui est tout un gentil monsieur. Le personnage de Fred, qui est dans le fond comme déguisé là, en Dracula, qui va avoir pas mal un peu de références, un peu tout interrelié là-dedans là, aujourd'hui. Dans le fond, on a basé le personnage là, sur le personnage là, de Al Lewis, qui était dans la famille là, des Monsters là, dans les années 40, 50, 60, quelque chose de même. On avait pensé là, à essayer d'amener l'acteur justement pour ce rôle-là, mais M. Lewis était rendu, je pense, trop vieux. Là. En tout cas, on pensait, M. Lewis, je sais pas, honnêtement, j'ai écouté les Monsters quand j'étais très jeune, là, mais je me rappelle plus exactement là, qu'est-ce qui se passait, là, comment si c'était des bons acteurs ou pas, puis mais c'est ça, en tout cas, on avait comme le choix, puis on s'est dit, on va se virer là, vers M. Prosky. Puis, tu sais, honnêtement, j'aime bien M. Prosky. Honnêtement, je trouve qu'il y a vraiment comme une chaleur de ce monsieur-là. Tu sais, je veux dire, il y a vraiment du charisme. Il ne sera pas vraiment important. Puis, honnêtement, je dirais qu'il est peut-être de trop dans le casting, honnêtement, il y a trop de personnages. Honnêtement, là, il y a trop de monde. Puis là, j'ai même pas fini là, de parler là, de tous les personnages parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a que je vais nommer rapidement. Là. Éventuellement, il va se ramasser un photographe. Puis, tu sais, il y a toutes sortes d'affaires. Il y a trop de monde là, qui se rajoute là, pendant le film. Mais c'est ça. Puis lui, honnêtement, comme personnage secondaire, aurait pu vraiment être coupé. Là, on n'a pas besoin de ce personnage-là, même si j'aime quand même un peu sa présence. Et peut-être, dans le fond, le dernier que je vais parler, ça va être de M. Clamp lui-même, qui est joué là, par John Glover. M. Glover, je suis sur le processus là, de finalement là, en dévoiler là, finalement le podcast que je fais là, avec Steven de Cinérum, Décryptons Smallville. Vous saurez que dans Décryptons Smallville, M. Glover apparaît comme le père de Lex Luthor, dans le fond, avec sa grosse compagnie, là, LexCorp, pas LexCorp, Luthor Corp. Puis dans le fond, moi je vois le film un petit peu comme un prequel à Smallville où ce que Lionel, dans le fond, il est dans sa bâtisse de Luthor Corp. Puis dans le fond, c'est quelque chose qui se passe avant, là. Ça matche pas, là, mais est-ce que je vois ça de même? Puis le personnage de Lionel n'est vraiment pas le personnage là, de Daniel Clamp.
Personnage de Clamp, c'est ça. Tu sais, dans le fond, au début, on le voit comme quelqu'un de peut-être ambitieux, qu'en bout de ligne, là, qu'il n'y a pas de pitié en bout de ligne. Lui, c'est vraiment quelqu'un d'affaires, tout ça. C'est, dans le fond, c'est la terreur qui règne. Mais tu sais, on va se rendre compte là, qu'en bout de ligne, la terreur qui règne, c'est le personnage là, de Marla et le personnage là, de Forrester en bout de ligne. C'est eux autres qui font toute la terreur à tous nos personnages principaux qu'on connaît. Puis que probablement que tous les autres, les superviseurs partout sont tous de même. Mais M. Clamp, lui, ben, c'est quelqu'un qui va se rendre compte que, tu sais, il essaie de faire le bien dans le monde, à quelque part. Tu sais, comme j'ai dit, c'était lui au début qu'on avait dans le scénario original pour qu'il soit comme le vilain du film, mais on l'a transféré tout le côté vilain vers le côté à Forrester. Mais ça sent au début que, tu sais, il y a une transformation du personnage. Puis c'est ça que j'aime quand même, parce qu'en bout de ligne, c'est ça, tu sais pas comment te le prendre au début. Puis plus le film avance, puis tu te rends compte que M. Clamp, ben, tu sais, tu te dis, il doit avoir un agenda caché, ça n'a quasiment pas de sens. Mais tout le long, ben, tu sais, c'est ça, tu sais, il est pas en train de se foutre du monde. Je veux dire, il regarde le monde travailler, puis il dit, ah, ben, tu sais, c'est parfait, tout ça, j'aime ce que vous faites, tout ça. Puis c'est ça, fait que tu sais, c'est tout ironique un peu comment qu'on nous apporte ça. Mais tu sais, on voit que c'est un monsieur qui est bien intentionné, qui n'a pas de mauvais agenda, rien du tout. C'est ça, fait que c'est quelque chose que j'aime bien. Puis peut-être que je suis influencé aussi là, par justement Smallville, que même si c'est carrément un autre personnage, c'est un personnage qui est très crasseux dans Smallville, mais je veux dire, c'est un personnage que j'aime beaucoup pour justement le côté crasseux qui ressort, c'est comme sa manière de sortir qui est tout le temps ironique, tout ça. Fait que c'est quelque chose que je retrouve pas vraiment là, dans le personnage là, de Clamp, mais c'est l'acteur en bout de ligne. Là. Mais c'est ça. Fait que toute la manière comment c'est apporté, ben c'est ça. Le personnage de Clamp, c'est un peu quelque chose que on peut se demander tout le long du film. Est-ce qu'il va faire ça pour le bien ou à quelque part il y a l'agenda caché? Puis qui arrive à la toute fin du film, puis que finalement, ben, tu sais, qu'il va se faire tuer par un gremlin parce que finalement, il y avait la mauvaise intention. C'est un peu quand je réécoutais le film, c'est ça que je me posais comme question. Je me disais, il me semble que c'est un bon, puis là, ben, je commençais le film, je me dis, hey, il me semble qu'il y a quelque chose qui marche pas. Finalement, je pense que je me suis planté quelque part. Je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment méchant quelque part, puis je le voyais peut-être pas là, dans mon œil d'enfant ou quelque chose de même. Je sais qu'il avait l'air juste être un bon parce qu'il faisait quelque chose, mais il n'y a vraiment pas de mauvaise intention. C'est ça, ça va être une surprise dans le fond là, en écoutant le film. Fait que, dans le fond, le courrier interne, le gars de la poste, je sais pas trop, là, Poste New York, je sais pas comment il appelle ça, qui se promène dans la bâtisse, puis qui se ramasse le Vector Scope Labs, dans le fond, qui est une sous-division là, dans la bâtisse, qui eux autres font des expériences de toutes. Le personnage là, de le postier, là, voyons, le facteur, lui, il est joué par Raymond Cruz, que j'ai couvert déjà 2 fois au podcast. Dans le fond, il fait juste un petit rôle aujourd'hui, là, puis c'est un de ses premiers rôles, d'après ce que j'ai pu comprendre. Mais tu sais, il va devenir comme un personnage secondaire là, dans le 4e Alien, là, Alien Resurrection. Puis dans le film, commentaire audio, dans le fond, que j'ai fait là, en hommage à M. Sean Connery là, quand il est décédé, là, The Rock, ben c'est ça, dans le fond, c'est lui qui est là pour livrer le courrier à l'interne. Puis en passant là, par le Vector Scope Labs, qui est justement un clin d'œil au film Inner Space là, que je parlais tantôt. Lui, il arrive, puis il entend la mélodie là, de Gizmo qui fredonne sa chanson, tout ça. Fait que lui, il se promène dans la bâtisse, puis il a entendu l'air une fois, puis ça y a... C'est un earworm, dans le fond, puis que, dans le fond, il siffle là, tout le long. Éventuellement, ça va se ramasser là, à Billy, là, mais j'en parle dans 10 secondes. Fait que, tu sais, au laboratoire, ben, c'est là qu'on a tout le restant là, d'autres personnages secondaires, qu'en bout de ligne, on ne saura pas vraiment ce qui se passe avec eux autres, là, mais c'est sûr que je remarque les jumeaux d'un, là, ils s'appellent Dan et Don Stanton. En tout cas, fait que les deux jumeaux, tu sais, qui travaillent sur un
un programme de clones. Fait que je ne sais pas si c'est des clones ou pas. Là, c'est comme on peut se demander ça. Les deux acteurs jouent pratiquement, je regarde leur IMDb, ils ont joué. Il y en a un qui a 14 crédits IMDb, puis l'autre en a 12. Mais ils ont pas mal tous les mêmes films. Il y en a un, je pense, qui a fait quelque chose par la suite, là, mais c'est tout. Je remarque qu'il y en a un qui s'appelle Lewis, c'est le même nom qu'il y a dans Terminator 2, où que dans le fond, le gros effet spéciaux que on n'a pas doublé l'acteur, on a vraiment utilisé son jumeau. Mais c'est ça, ils ont fait 12 affaires ensemble dans le fond, puis c'est ça, c'est toujours, ils travaillent ensemble. Ça, c'est la première affaire, je remarque. Puis bien sûr, je remarque le docteur Cathéter, qui est joué là, par nul autre que M. Christopher Lee, M. L'Homme au pistolet d'or, bien sûr, c'est à lui que vous pensez, bien sûr, en 1990. Non, je sais que vous pensez qu'à 90, c'est M. Dracula, mais en tant que fan de James Bond, c'est ça, c'est M. L'Homme au pistolet d'or. Mais là, c'est ça, aujourd'hui, c'est l'homme à la seringue d'or que lui, dans le fond, c'est ça, il avait joué là, dans le film là, Hurlement 2, qui est la suite du film de M. Dante, puis ça a l'air de la première affaire qu'il a faite en arrivant là, sur le plateau, ou peut-être à son entrevue, il a dit « Je m'excuse d'avoir joué là, dans Hurlement 2 », mais ça a l'air, c'est ça M. Dante il a dit. Parce que je pense que Hurlement 2 a été très mal reçu. Je ne l'ai pas vu, dans le fond. Je pense que j'ai vu des petits bouts, là, mais c'est tout. Là, mais c'est ça, je pense que c'est quelque chose de totalement différent, là, qui n'a comme pas rapport tout à fait. C'est sûr que, dans le fond, là, c'est le méchant scientifique qui, lui, font des expériences sur toutes. Il y a toutes sortes d'affaires. Il y a sa secrétaire qui, elle, est en train là, d'éternuer. Puis là, dans le fond, lui, il va ramasser le mouchoir. Puis dans le fond, faire analyser c'est quelle maladie qu'elle a pour pouvoir identifier cette maladie-là. Dans le fond, le courrier qu'il a reçu, dans le fond, c'est une maladie, puis là, savoir si, maintenant c'était l'affaire, je ne l'ai pas noté c'était quelle maladie, là, mais c'est ça, c'est juste un petit peu n'importe quoi, dans le fond, là, c'est comme le grand machin en bout de ligne, là, scientifique, qui fait des expériences sur tout, puis dans le fond, là, ça va être une grosse partie du film, dans le fond, là, c'est important qu'on connaisse cette partie-là, puis en même temps, c'est pour être encore plus méchant en bout de ligne, c'est eux autres qui gardent Gizmo en captivité pour ce moment-là, puis que dans le fond, là, qui sont sur le point là, de faire des méchantes expérimentations sur Gizmo, puis dans le fond, c'est là où on a toutes les faces à Gizmo, ce que dans le fond, là, qui va se sentir dans le trouble, tout ça. C'est là où on essaye un petit peu de forcer un peu les idées là, de nous dire, oh non, Gizmo va être dans le trouble ou quelque chose de même, c'est pas ça qu'on veut, tout ça. C'est peut-être un peu forcé, je veux dire, de nous embarquer ça. On sait que probablement qu'il ne va pas se passer des choses horrifiques à Gizmo. Mais c'est ça, je veux dire, dans le fond, là, c'est juste un petit peu là, pour avoir des réactions de nous autres. Je trouve ça cheap un petit peu. Honnêtement, je vais dire ça de même. Ça a l'air que la scène qui était la plus compliquée techniquement à faire, c'était la danse sur le comptoir pour Gizmo. Ça a l'air que c'était... ils ont travaillé dessus là, très longtemps, là, dans le fond, là, avec... les techniques, tout ça, puis même avec la musique aussi, là, il y avait une musique, puis ça n'a pas marché, puis il a fallu qu'il y ait d'autres choses, tout ça, quelque chose qui fitait avec. Je pense que c'était une tonne de Fats Domino, il voulait avoir une tonne de Billy Idol, je pense, tout ça, puis en tout cas, ça a été un horreur, toute cette scène-là, mais ils l'ont gardé, là, dans le fond, pour quand même montrer là, que Christopher Lee, là, c'est pas juste Dracula, c'est, je veux dire, un méchant scientifique. Fait que le facteur, il descend plus tard ou il monte dans la bâtisse, puis là, il fredonne la mélodie de Gizmo, puis là, comme par hasard, Billy entend ça, puis il dit « Hey, t'as entendu ça? » Puis là, il dit « Ah, je pense que c'est une toune de Sting. » Puis finalement, « Ah non, c'est beau, j'ai entendu ça quand j'étais dans un laboratoire un peu plus haut. » Fait que Billy, lui, il se rappelle de ça, il y a 6 ans, je veux dire, le earworm, la mélodie, elle est rentrée dans les oreilles, puis il sait exactement c'est quoi. Fait que il se ramasse là, il monte un coffre à outils pour pouvoir mettre Gizmo dedans. Mais tu sais, en tout cas, je vais arrêter ça tout de suite pareil là, sur la lumière. Honnêtement, là, tout le monde a comme beaucoup de lumière. Puis, tu sais, je veux dire, ça n'a pas l'air à bien affecter Gizmo. C'est comme si on l'oubliait un petit peu, la lumière. Honnêtement, je pense qu'on a juste comme coupé ça. La lumière, ça va être la lumière du soleil. Mais tu sais, je veux dire, la lumière forte, c'est pas bien grave. Tu sais, il n'y a pas de menace du tout. Tu sais, on veut
dans le premier film, c'est ça, on se servait un petit peu de la noirceur pour aider aux effets spéciaux. Puis dans le film aujourd'hui, on veut montrer qu'on est un peu plus haut de gamme, qu'on a réussi à augmenter les effets visuels. Fait que, on peut mettre un petit peu plus de clarté. Honnêtement, comme j'ai dit tantôt, ça marche pas tout à fait à 100%, mais puis même pour l'histoire, je pense que on aurait dû essayer de trouver une manière. Il y a des règles des fois que tu crées, puis des fois l'histoire est plus forte parce que justement, on est capable de faire une histoire qui a ces limites-là. Je ne veux pas revenir trop à Star Trek, mais en bout de ligne, là, les écrivains de Star Trek, eux autres, c'est parce que j'ai parlé de Star Trek tantôt, fait que je vais juste un petit peu construire là-dessus, là, mais les écrivains de Star Trek étaient beaucoup limités par l'univers que, dans le fond, dans un futur où les gens ont ont pas de conflit entre eux autres, puis dans le fond, c'est de s'ouvrir vers les autres mondes, tout ça. Puis les écrivains n'aimaient pas ça parce qu'il y avait des restrictions, mais quand ils réussissaient à trouver une histoire au travers avec toutes ces restrictions-là, les histoires étaient plus fortes. Fait que c'est la même affaire. C'est niaiseux. Là. On parle de la lumière pour des personnages que en bout de ligne, c'est une restriction qui ne sert pas à grand-chose, mais ça devient que, je veux dire, ils ont mis une telle base. Puis là, la semaine passée, pourtant, dans le premier film, là, aussitôt qu'il y avait une lumière là, de comptoir qui était trop forte, Gizmo capotait. Puis là, je veux dire, il peut se promener n'importe où, puis il n'y a pas de problème. Fait que, c'est toutes des affaires de même là, qui on retconne un peu. Puis ça fait que le film est déjà un petit peu plus, je ne veux pas dire bas de gamme, mais qu'à quelque part, il y a des laissés-aller, puis qu'à quelque part, qu'on tenait fort la dernière fois, que là, on se dit, bon, ça ne nous tente pas aujourd'hui là, de se casser la tête avec ça, puis c'est beau, on avance, puis c'est tout. C'est peut-être négligeable, mais ça démontre que on s'en fout un petit peu. Fait que c'est ça. Fait que Billy va réussir à récupérer Gizmo. Il va laisser une couple de bêtes s'échapper pendant les scientifiques sont en train là, de faire des expérimentations bien horribles et sataniques et n'importe quoi. Là. Fait que, il va réussir à sauver avec Gizmo. Il va aller dans la salle de bain pour avoir quasiment un copier-coller là, de la première scène, la première fois où ce que Billy a rencontré Gizmo là, dans le premier film, où ce que Gizmo va sortir du coffre à outils. Mais c'est comme vraiment pas aussi cute que dans le premier film. Je pense que justement le Gizmo est un petit peu modifié dans le film aujourd'hui, peut-être un petit peu plus plastique. Puis ça paraît peut-être plus juste à cause de la clarté, là, mais Gizmo est toujours aussi cute. Là. Je dirais pas le contraire. C'est juste que je pense qu'il était plus cute la manière qu'il était faite là, dans le premier film. Mais c'est ça. À quelque part, là, c'est leur retrouvaille. Fait que il va le mettre dans son bureau pour finalement essayer de l'amener à la maison un peu plus tard. Sauf que pendant qu'il le met dans son bureau, où il y a de la lumière partout, ça tombe que M. Clamp, lui, il fait une tournée là, dans ce département-là, puis que dans le fond, il doit se dépêcher à serrer Gizmo dans son tiroir. Puis c'est là tout de suite, en partant, il veut s'occuper de lui, mais déjà là, il va faire pas une gaffe, mais il va accidentellement le blesser. Puis tu sais, c'est déjà là que tu te dis, bon, même s'il y a des bonnes intentions, il fait mal pareil. Puis Gizmo, aujourd'hui, là, il va manger une volée. Honnêtement, là, il va se faire ramasser. Là, les Gremlins, là, ils ne seront pas gentils avec aujourd'hui. Là, pauvre Gizmo. Fait que Monsieur Clamp, c'est ça, il visite le département. Puis tout ce que Marla y avait dit de faire, en bout de ligne... Monsieur Clamp est impressionné dans le fond par Billy, puis dans le fond, qu'est-ce que Marla lui avait demandé? Dans le fond, il demande de retirer ça. Il est tout impressionné par Billy.
Marla, elle, en bout de ligne, ben, femme de carrière, elle veut que sa carrière accomplisse à quelque chose. Fait que tout d'un coup, elle tripe sur Billy. Au début, elle le traite comme un moins que rien. Puis là, ben, tout d'un coup, elle va aller souper avec. Dans le fond, elle a de l'intérêt envers lui. Ben, l'intérêt, on s'entend, là, c'est que c'est en bout de ligne, là, elle voit qu'elle peut avancer si elle fait quelque chose avec lui. Là. Fait que elle va l'inviter à sortir. Billy, il peut pas. Il peut pas parce que lui, dans le fond, il veut sortir avec sa femme. Sa femme en devenir ce soir-là, puis il veut pas canceller. Là. Dans le fond, il avait planifié de sortir. Puis là, ben, quelque part, ben, elle fait comme est insistante en bout de ligne. Puis c'est sûr que l'autre côté, ben, il se dit, bon, ben, pour ma carrière, c'est beau, je veux dire, en bout de ligne, je veux avancer aussi. Fait qu'il s'en va là pour des intentions nobles. Elle, bon, ben, peut-être qu'elle veut plus en bout de ligne, là, pas juste pour sa carrière, mais c'est ça, en tout cas. Vous comprenez ce que je veux dire? Fait qu'ils s'en vont à un restaurant canadien. Puis, il n'y a rien plus que. Tu sais, quand tu es Canadien, tu vois les affaires, là. Tu sais, je veux dire, avec la police montée, tu sais, c'est comme. C'est des wapitis qui servent en chocolat. Tu sais, en bout de ligne, là, c'est complètement cliché canadien, là. Mais c'est ça. Tu sais, je veux dire, dans le fond, là, c'est pas juste les Canadiens en bout de ligne. On joue avec les clichés. Là. Plus tard, il y a un Asiatique avec une caméra. Tu sais, il n'y a pas plus cliché que ça. Mais c'est ça le film, à quelque part. Tu sais, je veux dire, c'est une parodie sur tout ça. Je me sens pas insulté. Je veux juste rectifier ça en bout de ligne. Je comprends qu'est-ce qu'ils veulent faire en bout de ligne. Ils veulent juste comme parodier carrément là, la société. Puis, tu sais, ça se voit avec plus que, tu sais, je suis comme en guillemets visé là, pratiquement directement en tant que Canadien. Québécois, tout ça, en tout cas, je veux dire, là, on vise pas nécessairement les Québécois, on vise les Canadiens. Puis c'est ça, tu sais, quelque part, ben, tu sais, des fois, je veux dire, j'écoute un podcast américain, puis des fois, je pense qu'ils pensent vraiment qu'on est toujours une police montée ici, là, tu sais, je veux dire que notre police est habillée en rouge avec un chapeau rond, là, sur la tête, tu sais, c'est vraiment cliché, mais je veux dire, je l'ai entendu récemment, là, ben, je veux dire, récemment, là, dans les 5 dernières années, mettons, là. Fait que c'est ça, à quelque part, Billy doit laisser Gizmo à son bureau. Fait qu'il va demander à Kate, il va retourner rapidement à la maison, il va dire à Kate, tu peux-tu aller chercher Gizmo? Parce que là, je veux dire, j'ai un rendez-vous d'affaires, tout ça, fait que tu sais, je peux pas le ramener. Elle, la capote, à quelque part, là, elle se dit, ben là, moi, tu sais, là, Gizmo revient, le trouble va revenir, tout ça, elle trippe pas du tout. Mais c'est en bout de ligne, ben là, tu sais, elle va le faire, là. Puis, pendant ce temps-là, ben, Gizmo, comme par hasard, ben là, il y a un concierge qui se promène, puis que là, tout d'un coup, il y a une buvette qui est, ben, une buvette, un abreuvoir, je sais pas quel qu'il faut dire entre les deux. Mais ça, c'est un argument que j'ai personnellement avec mon superviseur, où est-ce qu'on a un abreuvoir au travail, puis je sais pas si moi j'appelle ça un abreuvoir, lui il appelle ça une buvette. Fait que je sais pas, dites-moi là si vous avez une opinion là-dessus. C'est quoi? Mais moi je vous dis qu'il y a un abreuvoir qui marche pas, puis que dans le fond le concierge lui arrive puis commence à travailler dessus. Puis il y a de l'eau qui revole à côté de Gizmo. Gizmo essaie d'éviter l'eau parce qu'il sait qu'est-ce qui va se passer suite à ça. Finalement, ben, l'eau, elle tombe sur un meuble qui tombe sur la peinture à Billy, puis que finalement, qui retombe sur Gizmo, puis que finalement, ben, il va se quintupler, quelque chose de même. Sextupler, c'est ça, il va devenir 6. Dans le fond, il va avoir 5 progénitures. Puis, tu sais, dans le fond, on voit tout de suite en partant que soit ils ont décidé là, de juste avoir plus de variété ou sinon, ben, tu sais, moi je parle en tant que tel, en tant que téléspectateur, pas en tant que les recherches que j'ai faites. Là. La première fois que j'ai écouté le film, là, c'est sûr que il faut que je me ramène en 90-91. Qu'est-ce que je pensais exactement? Là, je me suis dit, il y a quelque chose qui marche pas. Là, je veux dire, c'est pas 5 gizmos qui sont sortis. Là, c'est au Mogwai pratiquement pareil. Il y a vraiment 5 Mogwai différents qui sont sortis.
Puis il y en a deux là, qui ont le poil noir, qui ont de l'air plus agressifs, ils ont de l'air plus méchants un peu, là, puis ils sont plus bêtes. C'est sûr qu'il y en a un qui est un remake de Stripes, dans le fond, qui est toujours avec la voix là, de Megatron, là, Frank Welker, qui est revenu. Mais il n'y a pas Michael Winslow qui jouait là, dans Police Academy. Là, honnêtement, là, lui, il n'est pas là pour faire les voix. J'ai regardé. Par contre, dans Police Academy, il y a le grand Hightower. Là, lui, il va faire un caméo un peu plus loin. Là, je pense dans un des restaurants, quelque chose de même. Là, joueur de football, là, en tout cas, super grand. Il fait un caméo dans le film. Là, fait que peut-être ça compense. Mais c'est ça. En tout cas, on voit que les cinq Mogwai, il y en a un qui est comme perdu à la tête carrément. Là. Il y a les yeux qui tournent dans tous les sens. Il y en a un qui a l'air bête. Puis je veux dire, il se pense, là, moi je suis un Mogwai. C'est quelque chose de même. Là. Il y a Stripes, que lui, on sait que c'est le grand machin. Ce qui est plate, c'est qu'il n'y aura pas de combat vraiment avec Stripes 2. Je pense qu'il l'appelle Mohawk là, en tant que tel sur le plateau. Là. Mais c'est ça, c'est dommage. En bout de ligne, je trouve ça plate là, qu'il n'y a pas. Qu'en bout de ligne, il va devenir l'araignée un peu plus loin. Là. Mais c'est ça, en bout de ligne, c'est eux autres qu'on remarque, il y en a d'autres, il y en a un qui est comme deux grosses palettes, qui est plus une face là, de lapin, mettons, là, fait que, puis qui est genre, je peux pas dire qu'il rit pour rien, parce qu'il rit tout pour rien, là, à part Stripes et l'autre, là, qui a une face, une face un peu trop sérieuse, fait que... Il se double, puis c'est pareil comme dans le premier film en tant que tel. Ils sont méchants tout de suite en partant aussi. Il n'y a pas de transition là, en bout de ligne. Ça me fait penser que je me dis, si, mettons, Gizmo devait se transformer en Gremlin, ben, il serait probablement gentil, parce qu'en bout de ligne, ils conservent leur personnalité. C'est juste qu'ils ont une transformation physique, mais ils restent qu'est-ce qu'ils sont. Il y a pas encore, on n'a pas fait de Mogwai gentil qui est sorti. Ils sont toujours méchants là, comme en tant que tel. Là. C'est quelque chose qui aurait pu changer, finalement, là, d'en avoir un de gentil, là, juste pour changer les choses. Mais bon. Fait que il y en a celui là qui a les yeux qui tournent un peu partout, là, dans le fond, qui va être laissé en arrière. Là, c'est peut-être le plus gentil de la gang, là, mais il est quand même méchant. Là. Plus tard, on va le voir en train de vouloir faire le dentiste. Là. On l'appelle Daffy. Okay? C'est ça qu'on l'a appelé là, sur le plateau. Fait qu'on va l'appeler Daffy. Quand Kate elle le retrouve, il est sur une tour, il est sur la tour, pas la tour Eiffel, là, mais l'Empire State Building. Puis il y a un genre de choses alentour, là, qui a des avions, tout ça. Là. On fait un hommage à King Kong, dans le fond, de 1933, là, avec ça. Fait qu'elle va le ramasser. Elle ne voit pas la différence entre Daffy et Gizmo en bout de ligne. Elle l'a vu quelques minutes. C'est rare que dans un film, ils font une genre de continuité de même. Je pense pas que c'était intentionnel, mais je trouve ça, que le fait que, quand il pense, là, elle l'a pas vu longtemps, Gizmo, puis qu'elle la reconnaît pas, ça a du sens. Hein, quelque part, elle l'a pas été longtemps avec. Tandis que, dans la plupart des films, quand quelqu'un voit un personnage 10 secondes, ils sont capables de la reconnaître 10 ans plus tard, sans problème, tout ça. Ils se rappellent de leur personnalité, ils se rappellent de tout, comment ils sonnent, tout ça, qu'est-ce qu'ils sentent, tout ça. Ils savent tout ça dans les films. Mais là, je trouve la logique qu'elle, elle s'en rend pas compte. Ça a du sens. Je veux dire, c'est pas ce que c'est. Là. Pour une des choses dans le film qui peut avoir du sens, là, surtout là, à partir de ces moments-là, là, il faut le prendre à quelque part. Hein. Fait qu'elle ramène Daffy chez elle. Puis là, on voit une couple de choses là, qui traînent, puis qui fait juste nous remémorer un peu le premier film. On voit un blender, on voit toutes sortes d'affaires. Là, je pense qu'on voit un micro-ondes là-dedans, puis tout ça. En tout cas, le micro-ondes va tomber là, quelque chose là, qu'on va se servir un peu plus loin. Mais où le fait que Daffy va lancer des affaires, la nourriture, tout ça, ça rappelle aussi la scène dans le premier film où qu'on lançait toutes sortes d'affaires là, à Kate là, pendant qu'elle travaillait là, à la taverne.
Fait que c'est ça, en bout de ligne, ben, éventuellement, là, Billy se libère de son souper là, à son restaurant canadien. Il rentre à la maison, il s'en rend compte que finalement, ben, que c'est pas Gizmo qui est chez lui. Ça veut dire qu'il y a d'autres Mogwai qui se promènent dans la bâtisse. Fait que, en rentrant, avant de partir pour là, ben, c'est là qu'on a encore la réintroduction là, de personnages là, de Monsieur et Madame Futterman, qui sont joués par les mêmes acteurs que le premier film. C'est ça, j'étais curieux si, dans le fond, là, la femme là, de Dick Miller, dans le fond, là, si ça allait être la même actrice qui allait revenir pour le deuxième film. Puis, bien sûr, là, c'est l'actrice, je ne l'ai pas en face de moi, mais elle, c'est ça, elle a revenu là, pour le deuxième film. Là. Fait que, tu sais, c'est le fun qu'ils ont gardé le même couple. Ils n'ont pas... ils n'ont pas arrivé puis ils n'ont pas dit qui est mort finalement ou quelque chose de même là, ou qui est resté à la maison. Ils vont mentionner quand même là, un petit passage là, pour la mère de Billy puis dans le fond là, son père aussi là, qui sont encore vivants puis que lui est en train de travailler là, sur je pense un papier de toilette réutilisable, quelque chose de même là, de double face, quelque chose de même là, en tout cas c'est quelque chose qui sonne pas très très bon là, ça sonne pas bon puis ça sent sûrement pas très très bon là, mais en tout cas c'est quelque chose que je ne voudrais pas savoir c'est quoi le gadget, je pense. En bout de ligne, ben c'est ça. Fait que peut-être qu'on s'ouvre la porte que si éventuellement là, le succès du 2 pour amener un 3, ben peut-être qu'on pourrait ramener un des parents, des affaires de même là. Quoique c'est une continuité que ça pourrait-tu marcher ou pas là. Alors, c'est ça, Billy et Kate vont essayer d'esquiver là, Monsieur et Madame Futterman, qu'eux autres, ils vont dans le fond, eux autres, ils sont comme par hasard à ce moment-là, en voyage à New York pour venir les voir. Puis, pas pour les voir, ils veulent aller voir quelque chose d'autre, puis tant qu'être là, ils veulent les voir, là, d'après ce que j'ai pu comprendre. Fait qu'ils vont aller, Billy et Kate... puisqu'il est passé minuit, ils se doutent là, qu'il y a peut-être, ils ont peut-être mangé. C'est ça un petit problème dans le film aussi, c'est qu'on n'a pas vraiment la notion du temps. Il est passé minuit, mais j'ai aucune idée. Là, je veux dire, on voit pas de ciel noir, tout ça. Plus tard, on voit que oui, une fois, là, on va avoir une scène qui va se passer à l'extérieur, on va voir qu'il y a le soleil, là, mais c'est tout. Là, c'est la seule fois, je pense que, il y a Clam qui va sortir plus tard. Là, on va avoir un peu un point de vue extérieur, mais tout ce bout-là, on parle de temps puis de passer minuit, tout ça, mais on ne peut pas s'en rendre compte parce que dans la bâtisse, on dirait qu'il y a autant de trafic, il y a autant de monde qui se promène dedans jour et nuit. Fait que Billy, lui, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut couper l'eau de la bâtisse en bout de ligne. Je veux dire, il s'en va. Kate, elle va y pointer du doigt, là, où ce que c'est. Elle va lui dire, bon, regarde, il y a une clôture là, puis dans le fond, c'est là où il y a l'entrée d'eau de la bâtisse. Fait que lui, il a une hache sur lui, puis il va briser la clôture, puis il va essayer de couper l'eau. Je sais pas, il y avait peut-être une manière un petit peu plus subtile de faire ça. À quelque part, ça n'a pas de sens à quelque part, parce que là, la sécurité, elle s'en rend compte tout de suite, il envoie le gardien de sécurité là. Puis, c'est ça, à quelque part, il se fait arrêter. Là, dans le fond, Daffy, lui, il était dans un sac, il va sauter d'en face au gardien de sécurité. Puis, en bout de ligne, le gars de sécurité, il n'a probablement pas vu exactement qu'est-ce qu'il a sauté au visage, mais il ne se sent pas en danger, là, même s'il s'est fait manger le bout du nez, quelque chose de même. Là, il ne se sent pas en danger par cette créature-là. Lui, dans le fond, là, il veut mettre Billy en tôle. C'est ça pas mal son plan. Là. Fait que Billy se fait arrêter là pour le temps là, que, dans le fond, qu'on se rend compte là, que les Gremlins sont sur le point, là, sont en neuf en ce moment. Là. Fait que là, on était à peu près à 1 heure et quelques du podcast, mais on était à 40 minutes du film. Où est-ce que les œufs éclosent? Puis c'est là, dans le fond, qu'on voulait arriver au film. Là. C'est ça qu'on attend. Là. Dans le fond, là, qu'est-ce qu'on va faire avec les Gremlins cette fois-ci? 6 ans plus tard, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Puis là, c'est ça. Dans le fond, on a Billy, là, que lui, il se ramasse à la tour de contrôle. Puis là, Forster, il dit, là, regarde, là, t'as essayé de nous saboter, mais qu'est-ce que tu veux, là, en bout de ligne? Là, tu vas être sûr qu'on te dise là, que t'es viré en pleine face, tout ça, tu sais bien. Puis là, il y a
des surveillants, là, dans le fond, là, des caméras, puis qui commencent à... Ben, tu sais, Billy arrive, il dit, il y a des bêtes qui sont ici, puis que, tu sais, ils vont changer de forme s'ils mangent après minuit, puis tout ça. Tu sais, il est comme pas clair dans sa description. Fait que, tu sais, le monde rit de lui, puis aussi, je veux dire, je serais là, je regarderais, je lui dirais, mais de quoi tu parles, tu sais, des bêtes, tout ça, puis, tu sais, je sais pas, tu sais, donne un petit peu plus là, que juste des bêtes qui mangent après minuit. Ils vont devenir d'autres bêtes. Ils vont devenir... ben, ils vont devenir un cocon puis revenir d'autres choses, tout ça. Fait que, tu sais, dans le fond, on rit de lui un peu. On va rire un petit peu aussi là, des règles. Tu sais, dans le fond, là, tu sais, on parodie un peu les idées là, qu'on avait dans le premier film. Qu'est-ce qu'on disait aussi, là, que le fait il est toujours minuit à quelque part ou passé minuit à quelque part. Fait que, tu sais, c'est selon le time zone et des affaires de même. Là. Fait que, tu sais, on irait un peu là-dedans. Il y a un gremlin qui va sauter, qui va sortir là, de la console là, pour aucune raison. Là, dans le fond, là, c'est juste pour montrer le danger, les guettes, quelque chose de même. Là. Je trouve juste ça n'a pas rapport, mais ça, c'est, je veux dire, c'est une affaire qui ne marche, ben, qui est juste n'importe quoi, là, mais c'est comme si on se stick là-dessus, là, je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge parce que c'est le moment du film où c'est soit tu continues avec le film ou tu débarques. Parce que le film, là, il vire fou. Je ne sais pas s'il y a un meilleur mot que ce mot-là. Le film, là, il dérape là, à ce moment-là du film. Pendant que, dans le fond, là, on a pris Gizmo en bout de ligne. Là, Gizmo, on l'a envoyé là, au travers là, les conduits d'aération. Tu sais, dans le fond, on est 2 ans après Die Hard. Hein, puis Die Hard, depuis Die Hard, on a Die Hard sur un avion, on a Die Hard sur... sur n'importe quoi. Avec Van Damme, on avait Die Hard à la Coupe Stanley. Ben là, tu sais, on a Die Hard encore avec les Gremlins, dans le fond. Fait que, tu sais, on a Gizmo qui doit se ramasser là, dans des bouches d'aération. Finalement, il ressort. Puis, tu sais, lui, quand Kate est passée puis qu'elle a ramassé Daffy, tu sais, il aurait pu faire un son, quelque chose de même, mais non, tu sais, il a décidé de rien dire. Mais en bout de ligne, éventuellement, là, il va comme retomber là, d'une bouche d'aération quelque part, puis il va tomber à côté des Gremlins qui viennent de sortir de leurs œufs. Puis, les Gremlins, ils vont vraiment, là, ils vont carrément, là, ben, je veux pas dire massacrer, mais tu sais, ils vont s'amuser pas mal avec Gizmo. Tu sais, ils vont l'électrocuter, ils vont le passer dans une photocopieuse. Ils vont l'attacher, ils vont avoir un train qui va rentrer dedans. Dans le fond, là, ils vont faire plein d'affaires avec lui. Il va se blesser là-dedans. Là. Éventuellement, là, il va prendre son courage à 2 mains. Il va se rappeler du film de Rambo là, avec, dans le fond, là, pour vaincre la guerre. Tu dois devenir la guerre. Fait que c'est ça qui va y jouer là, dans la tête. Fait que éventuellement, là, il va mettre son bandeau, là, il va sortir son couteau avec sa boussole dedans, puis il va être prêt, là, puis il va faire son arc, puis avec ses bombes explosives dessus, pour finalement affronter les Gremlins. Mais là, on est un petit peu en avance. Pendant tout ce temps-là, ben, les Gremlins, eux autres, ils vont se ramasser là, dans la bâtisse là, de Clamp, ou Luthor Corps, pré-Luthor Corps, si on veut. Ben, il y a toutes sortes d'affaires. Bon, il y avait le show de Fred, que lui, c'était genre, ça fait penser beaucoup à Fright Night, là, le show de Peter Vincent, où ce que lui, il faisait jouer là, des films d'horreur d'autrefois, là, en noir et blanc. Puis, tu sais, dans le fond, il y a un des films qui joue là-dedans, là, c'est le premier film où ce que Rick Baker travaillait dessus, là, j'ai pas le nom en face de moi, là, mais tu sais, où ce qu'il y a un genre de grosse pieuvre à 2 pattes, là, ben c'est ça, c'est les premiers effets spéciaux qu'il a fait. Mais il va se ramasser, là, dans le fond, là, il y a une madame là, qui fait de la nourriture, puis qu'en bout de ligne, ben, il y en a un gremlin là, qui va se ramasser là, dans la popote. Puis, dans le fond, on va avoir aussi toute l'histoire du micro-ondes là-dedans, où ils vont essayer là, de faire partir des gicleurs, parce que c'est ça. Billy, lui, il a coupé l'entrée d'eau. Je veux dire, il n'y a pas de plombier qui est passé par la suite ou arrangé ça. Ils n'ont pas pu arranger l'eau. Là, je veux dire, on est quand même plusieurs heures plus tard.
Fait que les Gremlins, eux autres, ils se cassent pas la tête en bout de ligne. Ils envoient plein de casseroles là, dans le micro-ondes. Puis finalement, ça part un feu. Puis que les gicleurs partent. Puis que dans le fond, là, ils font juste attendre, dans le fond, là, de juste se multiplier. Puis c'est ça, c'est juste le début de tout. Là. Fait que là-dedans, eux autres, un peu plus tôt, on avait vu là, qu'ils s'étaient ramassés, là, avant qu'ils soient des Gremlins, là, ils s'étaient ramassés là, un genre de petits restos là, de bonbons là, où ils font de la crème glacée aussi, puis que dans le fond, ils se sont mis à manger là-dedans. Là, c'est un peu ridicule, ils se ramassaient là, dans le plat de Smarties, quelque chose dans le même, ils se cachaient là. Mais c'était juste le début, ça. Puis c'est ça, on voit toutes sortes d'affaires, fait qu'ils se multiplient. Ils vont commencer à jouer dans les ascenseurs. Il y a Kate qui va se ramasser dans l'ascenseur, ce qu'ils vont jouer avec les commandes, ils vont la faire monter, va la faire descendre, elle va s'écraser. Le set était monté horizontal, dans le fond, là, on l'a comme basculé l'ascenseur, puis que dans le fond, ils ont joué avec ça, la manière qu'ils ont monté ça. Là. Bien sûr, c'était pas Phoebe Cates là, qui était là-dedans, là, mais c'est ça, c'est la manière qu'on a fait ça. Il y en a un autre Gremlin qui va se faire passer pour la secrétaire à Clamp, que lui, dans le fond, il va passer le Gremlin. C'était un peu pour se remémorer un peu là, de la mère à Billy, je pense, là, où dans le fond, il était capable de se défendre là, sur un Gremlin, là, mais sur genre 4 Gremlins là, dans sa maison. Puis là, c'est là, lui, dans le fond, il va prendre un Gremlin. Est-ce qu'il a tué sa secrétaire ou pas? Ça, c'est pas très clair. Là. Dans le fond, lui, la secrétaire est en train là, de répondre aux exigences là, de M. Clamp. M. Clamp est en train de demander... C'est comme un peu la scène transitoire de M. Clamp, où ce que lui, il appelle sa secrétaire, puis il commence à dire toutes des idées là, de genre... mets-moi des idées sur... j'ai pas marqué qu'est-ce qu'il demande, là, je m'en rappelle pas exactement, là, mais c'est toutes des idées... juste dans le fond, parce qu'il peut demander des idées par rapport, il demande d'écrire, là, commence à m'écrire, c'est pas ça, là, mais commence à, demain, là, on va sortir un livre de recettes, tout ça, puis de n'importe quoi, tout ça, puis, je veux dire, c'est comme n'importe quoi qu'elle écrit, puis elle fait juste écrire, mais finalement, c'est ça, elle a son sandwich à côté, mais il y a un Gremlin qui va avoir mis une trappe à souris dans son sandwich, puis on va entendre juste la trappe à souris fermée. Là, c'est juste une toute petite trappe à sandwich. Ça ne peut pas l'avoir tué là, en bout de ligne. Là, ça va juste y avoir pincé le nez ou une lèvre, n'importe quoi. Là. Mais c'est ça. À quelque part, quand Clamp il sort de son bureau pour regarder sa secrétaire, c'est un Gremlin qui est là. Originalement, le Clamp était supposé d'y répondre quelque chose comme voyons, c'est pas toi ma secrétaire habituelle, mais par toute évidence, autant farfelu que le scénario va, on s'est dit que ça, c'était peut-être un petit peu trop farfelu, que ça se tiendrait pas. Bon, prenez ça pour qu'est-ce que c'est, là. Fait que lui, c'est ça, il va le Gremlin va y balancer sa cafetière par la tête. Finalement, ils vont se battre les deux ensemble. En bout de ligne, c'est John Glover qui va se battre avec lui-même, là, avec la marionnette. En bout de ligne, c'est lui qui va la faire brasser, tout ça. Il va la passer là, dans une déchiqueteuse, puis c'est clairement là, plein de relish. Là, en bout de ligne, là, ils ont versé là, plein de pots de relish là, dans la déchiqueteuse, puis alentour de la déchiqueteuse. Là, c'est vraiment là, tout des cornichons broyés là, en bout de ligne. Là. C'est vraiment de ça que ça a l'air. Même avec ma résolution 480 là, à l'époque, c'est toujours ça que j'ai vu. Là, puis on ne viendra pas me dire que c'est pas ça. Là, c'est clairement la relish. Fait que c'est ça, c'est tout le début de ça. Ce qui est drôle là-dedans, c'est après ça, John Glover, qu'on la revoit en train, là, avec son mercurochrome, en train, là, parce qu'il est blessé, tout ça. Dans le fond, pour ceux-là qui se connaissent pas ça, là, c'est en bout de ligne, là, c'est un genre de produit là, qu'on pouvait se mettre sur des blessures de surface là, à l'époque. J'ai lu là-dessus, en bout de ligne, c'est quelque chose qui est rendu illégal là, parce que c'est du mercure au chrome. Puis, dans le fond, c'est dangereux pour s'empoisonner au mercure, mais c'est quelque chose qui était connu à l'époque. C'est genre de petits
médicaments rouges là, que tu te mettais sur une blessure. Puis c'est ça. Tu sais, je veux dire, ça, supposément que ça marchait, mais peut-être que aussi tu manquais de t'empoisonner puis de te tuer. Là, mais c'est peut-être pour ça aussi que ça a été rendu illégal. Mais c'est ça qu'on voit John Glover en train de se guérir avec ça. Là. Ben, à l'époque, en 90, on ne le savait pas tout à fait. Là, je pense l'empoisonnement à mercure. Là. Il y a toujours d'autres cas par la suite. On a la critique Leonard Maltin, que lui, il avait fait une critique sur Gremlins, qui n'avait pas aimé le film. Fait que c'est là où on fait pas mal de commentaires aussi là, sur le premier film, dans le fond, où on est en train là, de dire, bon, on s'en fout de ce que tu dis sur le premier film. Là. Puis, dans le fond, il est en train de dire qu'est-ce qu'il disait, là, pratiquement, là, mot pour mot. En bout de ligne, là, il connaissait quand même, là, je pense, Joe Dante et tout ça. Puis, tu sais, ça... pour une raison, il a réussi à quand même l'avoir sur le set. Il a probablement donné un peu d'argent, puis dans le fond, il s'est dit, je m'en fous en bout de ligne, là, ça va juste être le fun. Fait que lui, il se fait ramasser par les Gremlins. Puis c'est ça, dans le fond, là, c'est aussi, dans le fond, qu'est-ce que Joe Dante a été promis, je pense. Pouvoir faire qu'est-ce qu'il voulait avec le film. Puis c'est là, dans le fond, où ce que les Gremlins aussi vont se servir là, des mutations. Où ce que là, il va y avoir plein de Gremlins qui vont être n'importe quoi. Il y en a un qui va boire, il va se ramasser là, au laboratoire là, Vector Scope. Il y en a un qui va se ramasser, il va prendre un genre là, de solution végétale, que dans le fond, il va y avoir plein de végétales, des piments, puis toutes sortes d'affaires qui vont y pousser dans le visage. Il y en a un qui va prendre une autre solution, puis il va devenir super intelligent, il va pouvoir parler. Je ne sais pas si ça devient comme le machin par intérim, peut-être, quelque chose de même. Il y en a un qui va devenir une chauve-souris, puis qu'il va avoir comme une solution, comme anti-soleil ou quelque chose de même, là. Anti-effet soleil, pourquoi qu'on développe ça, ça n'a aucun rapport, mais on en a besoin, fait que on a trouvé quelque chose où ils trouvent une solution que dans le fond, qu'ils ont juste à piquer le gremlin chauve-souris, puis que dans le fond, qui peut sortir au soleil. Puis que il va sortir. Puis l'année précédente, dans le fond, le Warner Brothers avait sorti un film qui s'appelle Batman avec Michael Keaton, que j'ai couvert bien sûr au podcast, avec Christophe Lassens de Fantastica. Dans le fond, vous pouvez retourner dans les archives. Mais ce petit film-là en particulier, c'est ça, c'était un gros succès pour Warner Brothers. Fait que c'était peut-être une manière un peu là, de se faire la promotion eux-mêmes. Puis c'est ça, fait que finalement là, le Batman, dans le fond, là, il va sortir et attaquer comme par hasard dans la rue. Il y avait monsieur et madame Futterman qui se promenaient en train de visiter la ville, puis qu'ils sont attaqués, eux autres spécifiquement, au travers de toute la population de New York. Eux autres spécifiquement sont attaqués par le gremlin en question. Il va finalement avoir des travailleurs de construction à côté qui font un trottoir, quelque chose de même, puis que finalement le gremlin va se ramasser là, dans le ciment, puis dans le fond, il va voler de là, se sauver de là, pour finalement se poser sur une bâtisse puis devenir une gargouille. L'idée était quand même assez bonne, là. C'est sûr qu'il y a des idées que je me rappelais, là, puis ça, je m'en rappelais. Fait que je la trouvais peut-être un petit peu moins drôle aujourd'hui, mais j'ai toujours un petit peu trouvé l'idée quand même bien pensée quelque part, qui se ramasse sur une bâtisse puis devient une gargouille. Ça fait penser un peu à SOS Fantôme, là, où on voit toutes les gargouilles sur des têtes, sur les bâtisses à New York, là. Mais c'est ça, dans le fond, l'attaque dans la rue, quelque part, c'est dans le backlot, quelque part, là, on n'a pas allé dans la rue directement, là, on a tout construit la partie de rue, là. Dans le fond, c'est un côté de rue, là, on l'a construit, là, pour... mais tu sais, je trouve que l'illusion est bien faite, en tant que telle, là. J'ai toujours l'impression qu'ils sont dans la rue, là, mais ils sont pas, là. Même avec les figurants, tout ça, ils n'ont pas de l'air figurants, ils ont de l'air vraiment être des personnes là, qui ont pris là, dans la rue de même. Mais c'est ça, en tout cas, je trouve ça le fun. Les Gremlins, ils continuent avec une niaiserie. Dans le fond, Lego avait créé un Gremlin pour la production. Puis dans le fond, on voit qu'est-ce qu'ils font avec cette promotion-là.
il la tire à terre puis il est tout en morceaux à quelque part, mais c'est ça, je veux dire, Lego avait fait ça pour eux autres. Là. Probablement sous demande en bout de ligne, là, mais après ça, il y en a un qui prend une solution, il devient un gremlin électrique. Dans le fond, on cherchait quelque chose à faire pour la fin, parce que là, on avait une fin, je vais en parler tantôt, mais on savait pas exactement quoi, puis là, finalement, on a trouvé une solution pour faire une finale. On n'était pas sûr qu'on pouvait faire cet effet-là d'électricité, puis quand on a su qu'on était capable de faire un gremlin électrique, dans le fond, un genre de fantôme, tout ça, on a dit, c'est parfait, c'est notre solution pour la finale, qu'on n'est pas trop certain de qu'est-ce qu'on veut faire. Mais avec ce gremlin électrique-là aussi, je pense qu'on voulait un peu le marquer sur le fait que c'est le gremlin électrique qui va tuer le personnage là, de Christopher Lee. Puis c'est ça, quelque part. Puis là, avec le danger de ça, lui, il va se recacher là, dans les prises de courant. Il y a un bout où les Gremlins vont monter une comédie musicale. Dans le fond, ça va être un clin d'œil au film Dames ou Dames de 1934. Puis même, il y a une scène, je pense, qui est prise carrément, là, où dans le fond, il y a comme des panneaux qui ferment. Là, puis dans le fond, on a une femme Gremlin au travers de ça. Je sais pas si c'est ça, tu sais, je veux dire, j'ai posé la question la semaine passée, peut-être qu'inconsciemment, je me répondais aussi, là, est-ce qu'il y a, comme Gizmo, est-ce que c'est un homme ou une femme, tu sais, une femelle ou un mâle, mais tu sais, il faut croire qu'il y a mâle et femelle, là, pour les Mogwai. Mais bon, fait que, tu sais, puis elle, dans le fond, là, dans tout ce montage musical-là, tu sais, il n'y a pas grand montage musical, là, mais les panneaux ferment, puis ça monte la femme Gremlin, puis c'est ça. Fait que, puis elle se met pour chanter. Mais elle chante pas en bout de ligne. On a le Gremlin intelligent, là, que je l'appelle, là, que lui, dans le fond, là, le Gremlin intelligent, là, on avait pensé là, peut-être embaucher là, Tim Curry pour pouvoir faire sa voix. Là, finalement, là, on a pris un autre acteur. Mais, en tout cas, c'est juste ça. Ça aurait été le fun, pareil. Mais lui, il va se mettre à chanter du Frank Sinatra et toutes sortes d'affaires. Là. Puis elle aussi, je veux dire, elle est capable de parler aussi. Là. C'est, à quelque part, là, elle va, éventuellement, là, elle va se ramasser. Là, quelqu'un va la voir, là, puis elle va tomber comme en amour avec le personnage là, de Forrester. Là, puis elle, dans le fond, elle ne lâchera pas là, jusqu'à la fin du film. Elle me fait penser, je me rappelle pas le nom, je pense que c'est Lena qu'elle s'appelle là, dans Roger Rabbit. Là, il y a comme la version là, psycho de Jessica Rabbit, puis ça me fait complètement penser là, à ce personnage-là. Là. Je veux dire, je pense que c'est pas mal l'inspiration. J'avais, en écoutant le commentaire audio, puis ils sont là comme, est-ce que tu as... quand ils ont créé ce personnage-là, est-ce qu'il y avait quelqu'un en tête? Puis là, je me suis dit, vous devez sûrement avoir ce personnage-là en tête. Là, c'est comme, on dirait que c'est ce personnage-là, c'est comme ridicule. Puis qui veut juste comme embrasser tout le temps le personnage d'Ali Valiant là, dans Roger Rabbit. C'est ça, quelque part, là, c'est un peu la même affaire, c'est la même gimmick. Là. Puis c'est ça, on a un qui a reçu de l'acide d'en face. C'était marqué sur le bocal, ne tirez pas dans la face. C'est comme, ça n'a aucun rapport. Là. Puis ce gremlin-là, à quelque part, il devient le fantôme de l'opéra. Puis ils font un cliché là, du fantôme de l'opéra là, avec, me semble, je ne me rappelle plus c'est qui. Là, je pense que c'est le même acteur qui faisait... Dracula, je pense, de 1933. Là. En tout cas, je ne suis pas trop certain. Là, ou celui-là qui faisait Frankenstein, ou je ne sais plus trop sûr. Là, le monstre, là, en tout cas. On faisait un hommage à ça là, quand il pointe la caméra, puis que dans le fond, il y a un focus là, qui se perd là-dedans. Là. Fait que c'est ça, il y a plusieurs affaires là-dedans, c'est juste vraiment là, pour montrer le chaos, là, la musique à part partout, les Gremlins sont en train de tirer, de crier partout, ça vire fou, ça vire tellement fou que le film vire fou lui-même. On a filmé 2 séquences dans le fond, une pour le cinéma où dans le fond le film il se met à avoir là, des problèmes techniques pour montrer que finalement peut-être que les Gremlins étaient en train de jouer dans le film, dans la bobine du film, ils font toutes des grimaces, toutes sortes d'affaires là, à l'écran. Puis
Puis finalement, ben, la scène va se... tu sais, c'est comme vraiment étrange. Là. C'est comme on est en dehors du film. On a comme quelqu'un qui se plaint en dehors du cinéma. Dans le fond, c'est quelque chose qui s'est passé au réalisateur où ce que la femme, elle sort du cinéma, elle se plaint à la personne, le gars là, qui prend les billets pour l'entrée. La madame est là avec son enfant. Elle dit là, ben, là, c'est pas un film là, pour mon enfant, puis tout ça. Puis c'est quelque chose qui s'est passé à M. Dante. Finalement, ben, le gars de la porte, il va dans une autre salle, puis il trouve Hulk Hogan pour finalement, Hulk Hogan va arriver, puis il va se fâcher contre les Gremlins. Il va dire hey, le monde ont payé de l'argent pour voir leur film, fait que arrêtez de niaiser là, avec les bobines de film, puis remettez Gremlins 2, puis c'est complètement n'importe quoi. Puis, tu sais, c'est ça. Je veux dire, c'est ce bout de film-là, là, il est viré carrément fou. Sauf que là, quand on pense à ça, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, c'est juste pour le film. Puis là, quand on se ramasse à la maison ou en VHS, qu'est-ce qui se passe? Ben, ils ont créé la version VHS aussi de cette scène-là. Fait qu'en bout de ligne, ben, au lieu d'avoir Hulk Hogan, ben, on a John Wayne qu'on a. Ben, je crois qu'il était décédé à l'époque, mais on a trouvé un acteur pour faire sa voix. Puis, dans le fond, avec des coupures de films, tout ça, là, on a fait un montage où les Gremlins se battent contre John Wayne, puis John Wayne va se mettre à descendre les Gremlins. Puis c'est ça, dans le fond, c'est dans la version vidéo. Je pense que je ne l'avais jamais vu avant. Je suis pas mal sûr que quand je l'ai vu là, à Super Écran ou à First Choice dans le temps, je suis pas mal sûr que c'était la scène avec Hulk Hogan. Je pense que j'avais jamais vu ça. Elle se trouvait sur mon Blu-ray, là, la scène VHS, mais c'est ça, quelque part, je trouvais ça spécial qu'on l'a fait. Puis, tu sais, vraiment, le summum, ça aurait été qu'ils ont fait la version cinéma, ils ont fait la version VHS, puis ils ont fait la version télé, ça aurait été vraiment capoté, mais c'est ça, c'est juste... il y a juste la version VHS, puis que dans le fond, c'est juste, j'imagine, les VHS qu'ils avaient à l'époque. Mais peut-être pas mon VHS copié de la télé. Là. Mais c'est ça. Fait que le film vire fou, carrément. Là. Les Gremlins ont pris le chaos total, tout ça. Puis, tu sais, il y avait ça dans le premier film où les Gremlins rentraient là, dans la maison là, de Madame Deagle, puis tout ça. Tu sais, il y avait beaucoup d'affaires. Ils rentraient au cinéma, mais c'était comme tout le temps. Le film là, vit carrément là, tout dans le coin là, où ils sont à la taverne là, où ce que Kate elle travaille, ben c'est ça là, pour genre là, toute la deuxième moitié du film là, c'est ça, je veux dire, c'est ça qui se passe partout là, dans la bâtisse Clamp. Fait que on arrive pas mal là, à la dernière partie. Là, on a Stripes là, ou Mohawk, là, si vous préférez, que lui, il a pris une solution pour devenir un araignée. L'araignée est vraiment dégueulasse, là, en fait, de Gremlin, là, où je pense qu'elle a 7-8 pattes. Là, en tout cas, en 6 et 8 pattes plutôt. Là, probablement 8, un araignée. Mais en tout cas... on voit comme les cordes, on les voit, là, comme je disais ça, là, c'est un petit peu plate là, de les voir. Ça a l'air que l'araignée, là, ils l'ont filmé à brûle, tout ça, là, mais ça a l'air qu'ils ont raté leur effet, puis qu'ils ont dû la reconstruire. Ça a été un chaos aussi là, de le refaire parce que ils l'ont tout fait. Puis, dans le fond, il est quand même assez impressionnant. Même avec les cordes, là, je veux dire, je trouve que il est menaçant. Puis, c'est ça que j'ai dit aussi, les Gremlins, là, dans ce film-là, là, je les trouve, ils ont de l'air mignons dans le premier film, là, contrairement là, à ce qu'ils ont de l'air dans le film aujourd'hui. Là, ils ont vraiment de l'air là, dangereux. Là. J'aimerais pas ça en croiser un. Choisir entre le 1 et le 2, croiser un Gremlin, là, ben, le Gremlin du 2, là, je fais pas confiance. Ben, je fais pas plus confiance dans le premier film. Là, je veux dire, j'ai toujours peur qu'il y en ait un à chaque année là, dans mon sapin de Noël. Mais honnêtement, là, je trouve qu'ils ont de l'air vraiment plus carnivores, mettons, là, dans le deuxième. Puis en plus, quand il y a 8 pattes, ben, il m'inspire encore moins confiance. Puis c'est ça, dans le fond, on règle un petit peu l'histoire là, de fond avec Marla puis Kate en bout de ligne, où quand Marla elle a apporté Billy à souper, ben, elle l'a embrassé, puis
Dans le fond, il y avait une marque de rouge à lèvres, puis Kate, ben là, elle savait qu'il y avait peut-être quelque chose d'un bord ou de l'autre, là, ou peut-être les deux bords, tout ça. Elle voulait un éclaircissement là-dessus. Puis ça se règle pas mal, parce qu'en bout de ligne, c'est ça. Marla, elle tombe dans la toile d'araignée, puis Kate, elle vient comme la secourir un peu là-dedans, là. Puis, en bout de ligne, là, Marlo, elle arrive et elle dit, bon, ben, c'est beau, j'ai essayé de faire des avances à ton chum, mais évidemment, ben, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas, là, mais j'ai essayé juste un peu d'essayer quelque chose, là, mais c'est ça. Fait que, c'est comme un peu, ils font, en guillemets, la paix, mais c'est pas très, très long, puis que finalement, ben, ils voient Mohawk arriver avec ses 8 pattes. Puis là, ben c'est ça, pendant ce temps-là, ben, on avait quand même le personnage là, de M. Futterman, que lui, il a réussi à trouver moyen là, de rentrer dans la bâtisse, parce que M. Clamp, lui, il a réussi à sortir de la bâtisse par une sortie secrète. Puis c'est ça, à quelque part, ben là, il arrive juste à temps, dans le fond, pour sauver les deux filles là, de Mohawk. Mais dans le fond, la personne qui les sauve vraiment, là, c'est finalement Gizmo qui ressort en Rambo. Là, c'est comme son moment. Il est vraiment comme atténué, contrairement au premier film. C'est comme son moment. Puis moi, je me rappelais beaucoup de ce moment-là. Je pensais qu'il était un plus gros moment. Pourtant, c'est un petit moment en bout de ligne. Là. C'est comme on l'a construit tout le long du film avec Rambo à la télé, puis tout le montage. On voyait Gizmo en train de s'entraîner à la Rocky. Il montait pas là, des escaliers puis il se ramassait pas à Philadelphie, là, mais on voyait là, qu'il se levait des poids, des affaires de même. Là, je pense que c'est quelque chose là, comme un efface qui soulève, quelque chose de même. Là, c'est complètement ridicule, là, mais on voyait que c'était comme un clin d'œil à Rocky, clairement. Là. Mais c'est ça, à quelque part, là, finalement, il réussit à tuer là, le grand méchant, là, dans le fond, le Stripes 2. Puis là, ben, c'est ça, fait que c'est plate que ça se termine rapidement de même entre dans le fond, le grand méchant, il se fait tuer de même, là, parce que là, il en reste plein. Là-dedans, Billy se fait assommer, puis finalement, ben, il se fait attaquer là, par Daffy là, en dentiste, puis lui, il se fait secourir là, par M. Futterman. Puis finalement, ben, c'est sûr, il se rend compte tout, finalement, là, puis il se rend compte que tous les Gremlins sont comme dans le hall d'entrée. Le plan, c'était de rendre tous les Gremlins dans le hall d'entrée, puis que, dans le fond, faire changer l'horloge interne de la bâtisse, pour qu'au lieu d'être 7 heures, parce que là, dans le fond, le coucher de soleil était à 7h30 du soir, puis que dans le fond, il allait faire à croire qu'il allait être 4h30, mais que dans le fond, il allait avancer l'horloge là, de toute la bâtisse pour qu'eux autres, ils pensent qu'il était 7h30, puis en mettant un genre de grosse toile de nuit, qui n'a vraiment pas de l'air de la nuit, là, en bout de ligne, là, c'est comme un genre de dessin avec des bonhommes allumettes dessus quasiment, là. Mais c'est ça, à quelque part. Fait que, mais tu sais, honnêtement, là, je suis certain que les Gremlins, là, ils savent que c'est un dessin, mais ils sont tellement nono. Là, on frôle l'univers de Roger Rabbit, honnêtement. On frôle les toons. Je me dis, ils doivent le savoir, mais ils sont tellement nono que eux autres, là, je pense qu'ils trouvent ça drôle. Puis de fondre puis de mourir, là, je pense que c'est quasiment un gang pour eux autres. Fait que, c'est pour ça que ça marche. Honnêtement, ils sont tellement fous, puis, je veux dire, c'est tellement ridicule, là. C'est en tout cas, fait que j'ai pas de misère à croire ça. Quand je vois ça, là, comme la lune dessinée en jaune, puis des étoiles en étoiles, puis eux autres, là, ils se ramassent tous dans le hall d'entrée, là, je veux dire, je la jette parce que sont fous. Honnêtement, là, sont carrément là, partis sur la tête, tombés sur la tête. Fait que pendant ce temps-là, ben c'est ça. Fait qu'ils se ramassent tous dans le hall d'entrée. Le plan initial, c'est ce que je parlais tantôt, c'est que il ne savait pas quoi faire avant qu'il arrive avec le Gremlin électrique. C'est que M. Clamp allait faire couler d'une manière
du ciment dans toute la bâtisse ou peut-être tout le hall d'entrée puis réussir à enterrer toutes les gremlins. Puis, tu sais, c'est peut-être que cette idée-là s'est recyclée en Batman là, qui est devenu la gargouille, peut-être. Je ne le sais pas, là, le gremlin chauve-souris, là, en tout cas, qui est devenu la gargouille. Mais c'est ça, à quelque part, là, c'est peut-être juste ça que finalement ils se sont dit, bon, ça va, cette idée-là, on va la garder, mais c'est ça, genre vraiment à petite échelle. Puis ce ne sera pas tous les gremlins qui vont devenir coincés dans le ciment. Puis c'est ça. Fait qu'à quelque part, j'aime mieux ça, honnêtement. Mettons, faire couler tout du ciment. Là. Je pense que, tu sais, c'est un film d'horreur un peu, puis les voir comme tout se faire griller. Là. Il y a M. Futterman que, tu sais, on essaie de trouver quelque chose à tous les personnages à faire. M. Futterman, ben lui, il prend une hose, il va arroser toutes les gremlins. Kate, elle s'occupe de transférer le gremlin électrique de ligne parce que là, il était sur le téléphone de Clamp dans son bureau, puis là, il est transféré en bas. Marla, ben, tu sais, elle, on trouve quelque chose à faire, ben, fumer, parce qu'elle fume tout le temps. Fait qu'on lui dit, ben, garde, t'as juste à fumer, t'as juste à rester là. Puis, dans le fond, ben, c'est ça, ben, Billy, lui, là-dedans, ben, s'il a trouvé le plan. Puis, dans le fond, ben, il va tenir le téléphone pour tout faire électrifier, électrocuter toutes les gremlins. Fait que, dans le fond, toutes les gremlins se ramassent en bas. Puis, tu sais, je trouve ça plate. Tu sais, en bout de ligne, je pense que, tu sais, on a un peu plus de focus sur le gremlin intelligent. Mais... Tu sais, c'est comme si le gremlin Daffy, il n'est pas mort dans la scène de dentiste. Il n'est pas... tu sais, tous les gremlins qu'on a vus spécifiques, surtout qu'il y avait tous des visages, il y avait toute une personnalité différente, ils meurent tous d'un coup. Il n'y a comme pas de suite là-dessus. Je trouve ça dommage un peu la manière que ça finit. Ils sont tous morts dans un tapon. Il n'y en a pas un qui réussit à se sauver, comme un peu comme Stripes à la toute fin, où il s'avait écarté du groupe dans le cinéma. Ben, tu sais, il n'y a pas de ça, là. Ils meurent tous, là. Puis, tu sais, il y a même le cliché où il y en a un qui dit « Ah, je fonds. » Tu sais, on en avait parlé, là, dans moi puis Bruno, là, dans Roger Rabbit. Ben, c'est encore le cliché qui revient. Là. J'ai juste trouvé ça drôle. Ça m'a fait penser à cette conversation-là. Puis, c'est ça, fait qu'ils font tout. On voit que, dans le fond, enfin, la police va rentrer, qui est menée là, par Clamp. Puis, en bout de ligne, ben, c'est ça, tu sais, lui, tout prêt avec sa porte automatique, il n'est pas capable de rentrer dans la bâtisse parce que tout ne marche pas dans la bâtisse. Elle est trop techno, mais tu sais, la technologie n'est pas au point. Puis aussitôt qu'il arrive sur le plancher, ben, tous les gremlins qui ont fondu, ben, ça fait un plancher très glissant. Ça a l'air que c'était vraiment glissant, il n'y avait pas besoin de faire assemblant. Puis c'est ça, dans le fond, là, c'est juste comme pour vraiment là, montrer le ridicule. Il arrive un peu trop en retard. Puis là, ben, c'est ça, on essaie d'avoir une clôture avec tous les personnages en bout de ligne. Tu sais, Marla, elle va devenir comme le porte-parole de M. Clamp. Lui, tu sais, dans le fond, il va dire « Ah oui, bon, ben, tu sais, j'ai besoin de quelqu'un pour être le porte-parole. » il voit toutes les valeurs en tout le monde. Billy, lui, dans le fond, au début, il avait fait un plan juste comme par plaisir. Là, il avait redessiné sa ville là, de Kingston Falls, là, le village la semaine passée. Puis, en bout de ligne, ben, M. Clamp, ben, il vire son regard vers ça, de pouvoir construire un petit village, puis plus je ne veux pas dire exploiter, ça sonne méchant, là, mais essayer là, de plus s'en aller vers là. Sa compagnie va plus, je pense, une compagnie immobilière, quelque chose de même. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Un nouveau parc, mais rendre ça un peu plus urbain au lieu d'être plus technologique, en voyant que ça ne marche pas, ça bâtisse, tout ça, peut-être. On avait Fred, l'animateur, là, ben, en tout cas, le Dracula, là, tu sais, tout va en rond, hein, quelque part, tu sais, on a Dracula, on a Christopher Lee qui était là, puis tout ça, en tout cas, lui, Fred, lui, à quelque part, dans tout son jargon, à quelque part, il dit que lui aurait voulu être animateur là, de nouvelles, quelque chose de même, puis pendant tout le chaos, ben,
il voit une opportunité là, de pouvoir dire les nouvelles à l'intérieur de la bâtisse parce qu'il n'y a aucune nouvelle de l'intérieur, il ne sait pas ce qui se passe. Fait que lui, il va, je veux dire, donner les nouvelles pendant tout le film, puis là, finalement, ben, il va donner, c'est lui qui va être responsable des nouvelles par la suite. On était supposé avoir Hoyt Ashton, le père là, de Billy, qui revienne. On l'avait engagé, on était prêt à filmer. Dans le fond, là, il devait avoir un caméo. Il devait arriver avec une nouvelle babelle. Là, quelque chose là, qui a empêché là, Gizmo de se faire tremper, qu'il puisse pogner l'eau. Je sais pas, une genre de soute imperméable. Là. En tout cas, il aurait réussi à faire ça. Je sais pas comment il aurait réussi à faire ça. Comment il aurait réussi dans le peu de temps à faire ce gadget-là. Mais c'est ça, à quelque part, là, si maintenant ça fait 12 heures qu'il sait, là, il aurait fallu qu'il appelle son père, puis en tout cas, je veux dire, ça n'aurait pas eu de sens, là, mais on avait trop à faire à la fin, puis on a décidé finalement là, qu'il n'allait pas le faire, puis probablement que ça allait être coupé, là, parce que ça aurait été juste un genre de clin d'œil, puis ça n'aurait pas... la fin, là, même si je pense que ça commence à frôler un petit peu trop long, là, à quelque part, de donner des fins à tout le monde, ben là, c'est ça, à rajouter un acteur qui n'était pas là pendant tout le film, ben là, c'est ça, ça aurait été coupé, puis quelque part, ben, c'est ça, fait que... on donne une fin à tous les personnages. Puis c'est là que je dis, je veux dire, Fred, on n'avait pas de besoin. Marla, on n'avait pas vraiment de besoin. On aurait pu peut-être combiner des personnages. Peut-être combiner Clamp et Marla, je pense que ça aurait été le mieux à faire. Là, quelque part, vraiment, là, c'est cliché, mais il y a trop de personnages à toute fin, ça n'a pas l'air à finir. Après ça, c'est ça. Fait que finalement, ben, il essaie d'appeler Forrester, puis c'est lui, dans le fond, notre vilain, dans le bout de ligne, là, que lui, dans le fond, il est poursuivi encore là, par la femelle Gremlin. Puis qu'en bout de ligne, ben, il semble peut-être avoir un petit penchant, là, que ça n'a pas l'air... au début, il n'est pas trop certain, mais il se dit peut-être que tant qu'il est pogné là, au 36e étage tout seul, puis en bout de ligne, là, il cède, on dirait. En tout cas, c'est très étrange un peu la manière que le film finit. Là. Fait que, le film finit de même. Puis c'est ça, on a notre générique, puis on a Daffy Duck qui s'intermêle au travers de ça, puis là, qui nous fait des commentaires. Le générique va-tu finir, va-tu pas finir? Là, ça commence à être long un peu, là, moi j'ai hâte de sortir. Vous n'avez pas d'autre place à être, tout ça, puis en tout cas, fait que... on continue un peu le genre d'histoire du début. Il y a Porky Pig qui vient pour faire la fin, mais finalement Daffy Duck, lui, il veut avoir le dernier mot dans tout ça. Là, fait que c'est lui qui nous dit là, bonne soirée, à la prochaine. Fait que c'est juste une clôture, là, puis un genre de clin d'œil pour tout fermer au complet. Là. Alors, en conclusion, ça a été un podcast un petit peu plus long que je pensais. Là. Il y a quand même beaucoup d'affaires là, que je voulais apporter aujourd'hui. Là, plusieurs affaires, là, plusieurs détails. J'ai remarqué aussi que c'était un podcast qui avait été beaucoup téléchargé la semaine passée. Fait que j'ai fait un peu plus de recherche. Là. En tout cas, je voulais avoir quand même un podcast assez complet. Fait que, en tout cas, c'est un remerciement, dans le fond, là, en ayant poussé un peu plus. Ben, pas plus, mais je veux dire, je suis sûr de passer beaucoup de points aujourd'hui. Honnêtement, là, même si c'est un film qui est fou, il n'y a pas de l'air fou, c'est vraiment le mot que je vais donner. Là, il perd la tête carrément, le film. Je pense que si le film n'aurait été pas perdu la tête de même, là, je pense que je ne l'aurais pas aimé. Mais juste le fait que il vire complètement là, débile. Je sais pas quoi dire. Il se tient plus à la toute fin. Je peux pas dire que j'aime mieux le film que le premier film, puis je pense que c'est plus dur d'écouter le film tout de suite après le premier film. Je pense que c'est bon de faire une cassure. Peut-être l'écouter quelques semaines après, là, peut-être pas le faire directement là, comme j'ai fait là, au podcast. Mais honnêtement, j'ai presque autant de fun que l'écouter l'original. L'original, là, il reste supérieur, là, mais le film s'assume. Il va complètement fou, il lance des idées.
il en lance tellement que même s'il y en a une qui colle pas, ben, il y en a un autre qui suit pour peut-être coller. Il lance tellement d'idées. Là. En tout cas, honnêtement, là, c'est. En tout cas, moi, je me suis vraiment amusé là, à écouter là, les deux films. Puis c'est ça, il fallait monter la barre. Oui, c'est un recyclage du premier film, mais il a quand même trouvé de la nouveauté. Pour quand même garder l'idée fraîche. C'est sûr que le problème qui a été vu, le film, là, il a été fait sur 3 fois le budget. Là, dans le fond, au lieu d'être fait sur 11 millions, il a été fait sur 30 millions. Puis il a rapporté quelques millions de plus en bout de ligne. Il a rapporté 42 millions. Là. Fait que, ça a été... bon, ils n'ont pas dit que c'est un échec, mais c'était décevant comme réception. On va avoir mis ça sur le fait que ça a été trop long pour sortir le film. Il aurait dû sortir plus vite. Bon, je veux dire, ça aurait été un autre réalisateur, ça aurait été quelque chose de totalement différent. Je suis content du film qu'on a eu. C'est complètement quelque chose. Là. Je pense que c'est la meilleure suite qu'on pouvait avoir, honnêtement. Je pense que, c'est comme j'ai parlé la semaine passée, qu'est-ce qu'on ferait dans un Gremlins 3? On en reviendrait à l'origine, tout ça. Ce qui est ironique, c'est que je savais vraiment pas pour qu'est-ce que c'était le Secrets of the Gremlin, Secret of the Mogwai, là, que c'est un animé là, dans le fond là, que vous pouvez trouver. Là, je pense ça se trouve sur Télétoon puis une couple d'affaires. Là, fait que j'ai vu juste la première épisode. Là, tu sais, je parlais de magie la dernière fois, puis c'est ça qu'on a de l'air embarqué un peu, là, que c'est des êtres magiques. C'est la seule option. Puis je vous le jure, là, j'avais vraiment pas aucune idée là, qu'on allait le faire. Puis moi, je me suis dit, s'ils font un Gremlins 3, c'est là parce qu'ils vont expliquer sûrement là, c'est pourquoi que c'est vraiment genre minuit, puis des affaires de même. Puis ça n'a pas le choix d'être quelque chose là, de supérieur qui peut regarder ça, puis qui peut avoir une montre, quelque chose de même, puis c'est juste un genre de sortilège qui peut faire ça. Fait que c'est une série qui va un petit peu là, dans le côté magique. C'est une affaire là, pour enfants, là, pour bon, moins d'adolescents. Là, c'est moins de 12 ans à peu près là, pour écouter cette série-là. C'est très enfantin. Là. C'est dans le fond, c'est pas mal l'enfance là, de M. Wing. Je suis même pas sûr si ça marche dans le timeline. Là. En tout cas, il y avait des voitures, M. Wing, dans les années 80. Bon, ça doit se passer peut-être là, dans les années 20 et les années 30. Mais c'est ça. À quelque part, là, c'est là où il rencontre Gizmo. Bon, il y a des. Je suis pas sûr, il y a des affaires qu'on réécrit un peu. Déjà là, ce qu'il dit qu'il s'appelle Gizmo. Gizmo, c'est dans le nom ce que son père y avait donné, là, le père à Billy, puis pas. Gizmo s'appelait pas Gizmo. Là. Parce que c'est ce qu'on comprend dans le premier film. Monsieur Wing n'a jamais appelé Gizmo, là, mais je comprends pour les besoins de la série qu'on l'a appelé Gizmo. Ça, je peux le comprendre. Là. Mais c'est ça, quelque part. Puis, le premier épisode finit que Gizmo là, reçoit de l'eau sur lui, puis qu'il y a 4 Gremlins qui apparaissent, là, et non 5. Là, mais l'épisode finit de même. Fait que je n'ai pas écouté la suite. Là, mais je voulais juste avoir un peu une idée là, de qu'est-ce que ça va de l'air. Bon, ça a l'air intéressant un peu. Je veux dire, c'est bien coté sur IMDb. Mais bon, c'est peut-être là, la meilleure affaire à faire là, pour l'avenir de cette série-là. Je pense que je suis d'accord avec ça, quelque part. Je pense que je préfère voir ça, une série télé de 20 minutes chaque, que probablement je n'écouterai pas. Mais je préfère ça que d'avoir un Gremlins 3, qu'on nous apporte ça peut-être en CGI, que je veux dire qu'on va perdre un peu tout le côté physique des poupées. Je veux dire, je pense que c'est ça qui fait que des fois c'est ridicule, qu'on sait que c'est des poupées qui font juste prendre puis ils vont juste tirer partout. Je pense que c'est ça qui fait le charme de cette série-là de films. Fait que, tu sais, là, juste voir ça en animé, ça vaut pour une émission pour enfants, mais pour aller dans la mythologie, puis des affaires de même, ça vaut pour la plateforme. Mais voir ça dans un film, je trouverais ça plate, parce que je veux dire, c'est pas un film qui veut
aller dans la mythologie de tout ça, quelque part. T'sais, on veut pas forcer ça, puis j'ai l'impression que c'est ça qu'on ferait si on ferait un Gremlins 3. Fait que, si maintenant vous voulez plus de Gremlins, je vous invite à regarder ça un peu partout. Ça se trouve en streaming. Fait que, je vous invite à l'écouter. Gremlins, Secret of the Mogwai, que ça se trouve, c'est quand même léger, même si il y a une couple d'affaires là, qui avait l'air d'être un. Je pense qu'il y a un genre de. C'est toute la race des Mogwai au début, ils se font attaquer par un aigle, puis, en tout cas, il y a l'aigle se fait tuer là, éventuellement. Là, c'est un petit peu violent, là, mais comme je dis, là, c'est pas pour adolescents, là, c'est pour plus jeunes. Fait que c'est ça. Fait que je veux dire, c'est correct, là, mais j'ai pas plus d'intérêt que ça. Mais les deux films, là, surtout le premier film, je me vois le réécouter l'année prochaine là, pour Noël. Je veux dire, je me suis vraiment amusé. Je repense juste à tous les Mogwai là, dans la boîte, puis qui sont en train de tout virer fou parce qu'ils veulent manger, tout ça. Là. Fait que c'est un moment qui me reste collé dans la tête puis que j'ai hâte de revoir là, l'année prochaine. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, j'ai aucune idée de qu'est-ce que je vais sortir. Dans le fond, si vous regardez sa page Facebook, c'est pas encore certain. Il y a probablement là, juste des points d'interrogation, une couple de place. Il y a des choses qui s'en viennent pour l'année 2024. Mais je ne suis pas trop certain exactement là, de qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine. Il y a Aquaman 2 qui sort en fin de semaine. J'aimerais ça le faire avec Steven. Puisqu'on a fait les 2 derniers DC, puis en plus avec Décryptons Smallville, je trouve que ça serait le fun juste comme en même temps, là, comme célébrer DC un peu. Fait que, tu sais, en tout cas, c'est juste de trouver le temps, là, c'est le temps des fêtes, tout ça. Fait que, est-ce qu'on va réussir à le faire? On s'en est parlé. Mais il faut que ça donne de son côté, il faut que ça donne du mien, qu'en même temps on puisse enregistrer. Sinon, je vais le faire tout seul, tout simplement. Là, c'est pas plus grave que ça. Mais en même temps, c'est sûr, ça va probablement être Aquaman 2 la semaine prochaine, mais c'est sûr que si on réussit juste à enregistrer là, vers la fin de la semaine, le temps de mixer ça, tout ça, c'est plus compliqué. Fait que il va falloir que je mette ça à la semaine suivante. Fait que c'est pour ça que je sais pas exactement. C'est sûr qu'Aquaman 2 s'en vient dans les 2 prochaines semaines, mais je sais pas quand. Sinon, ça va probablement être quelque chose comme Iron Man 2 ou peut-être Star Trek 2. Je sais pas encore. Je n'ai pas encore décidé exactement de l'horaire là, dans les prochaines semaines. Fait que c'est ça. Ça sera une boîte à surprise éventuellement là, quelque part à milieu de la semaine. Vous allez trouver sur Facebook le Facebook du podcast. Dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine? Fait que vous pouvez suivre le podcast sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram pour savoir qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine. N'hésitez pas à faire le tour du site du podcast premiervisionnement.com si maintenant c'était la première rétrospective que vous suivez du podcast. Moi, d'après les téléchargements, je pense qu'il y a des nouveaux abonnés. Fait que je vous invite à aller voir le site internet du podcast pour voir qu'est-ce qui a été fait dans le passé. Et peut-être trouver quelque chose d'autre qui pourrait vous intéresser. Sinon, d'ici le prochain épisode, veuillez, avant d'aller vous coucher, je vous suggère fortement d'ouvrir toutes les lumières dans votre maison parce que peut-être qu'il y a un gremlin qui se cache à quelque part. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusé. You are in trouble, but not if you have the bathroom buddy. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger les épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. You teach him to watch television. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. Look, I've got a hat. It's a present for my son for Christmas. I'll give you $200. Le podcast a également besoin de votre support monétaire pour continuer.
Avec un don de 10$ pour un ou 25$ pour 3 films non franchisés disponibles sur Netflix ou n'importe quel support nécessitant pas un achat, le podcast s'engage à couvrir votre choix dans les 3 mois pour vous remercier de votre don. This is a cocoon. Inside, it's going through changes. En espérant vous voir au prochain épisode. So if your air conditioner goes on the fritz, or your washing machine blows up, or your video recorder conks out, before you call the repairman, turn on all the lights, check all the closets and cupboards, look under all the beds, because you never can tell. There just might be a gremlin in your house.